Bonsoir à tous, merci à tous d'être là. Bon, il y a de la famille, il y a des amis, il y a ma collègue adjointe au maire, Marie-Elisabeth. Best-of, les gens ne savent pas toujours qui tu es, donc sachez que Marie-Elisabeth. Marie-Elisabeth m'aide énormément, on s'aide énormément pour travailler au bien de la ville et parfois aussi au bien de la communauté. Donc merci pour tout ce que tu fais, Marie. Alors, gagner la bataille des médias. C'est un vaste sujet. Et pour moi, il y a quelque chose d'assez particulier ce soir, parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui s'appelle Henri Oana, qui a joué un rôle important pour moi dans ce combat. Et je vais vous l'expliquer en 2 mots. Un jour, en 2002, dans le cadre de la campagne présidentielle qui précédait donc le fameux premier tour où on a vu Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen arriver au second tour, on avait un petit déjeuner qui était organisé autour de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy venait donc en terrain conquis, puisque tout le monde dans la communauté juive pensait qu'il était un grand ami d'Israël, un grand ami de la communauté juive. Et grâce à Henri, j'avais pu lire le livre que Nicolas Sarkozy avait écrit qui s'appelle Libre. Et Henri avait fait une recension du livre dans le magazine de la communauté de Neuilly. Et c'était Nicolas Sarkozy était maire de Neuilly, donc cet article était assez courtois. Mais quand même, Henri, tu avais mis dans cet article quelque chose d'assez important. Tu avais rappelé que Nicolas Sarkozy, bien loin de bien comprendre le Proche-Orient, répétait dans son livre toutes les choses connues et absurdes sur le Golan syrien, la colonisation, l'occupation, toutes ces choses-là. On voit comment ? Et Damas, oui, son amour pour Damas, etc. Il a le droit d'aimer Damas, enfin le reste. Et donc c'est là que j'ai compris qu'un homme qui semblait intelligent, qui semblait cultivé, en fin de compte, était totalement manipulé par les médias, parce qu'en fin de compte, il ne connaissait rien de tout ça, il répétait ce qu'il entendait. Enfin, vous savez, le vrai problème des médias, c'est qu'à la fin, on finit par croire que l'on pense soi-même, ce que l'on a lu ou entendu 1000 fois. Donc à la fin, on dit je crois que, en fin de compte, c'est ce qu'on a eu comme répétition. Et lors de ce petit déjeuner, je m'étais, après avoir lu ton texte, j'en ai profité, j'avais levé le doigt pour poser ma question, et j'avais demandé à Nicolas Sarkozy comment pouvait-il tenir des propos aussi étonnants sur le Proche-Orient. Et j'ai vu qu'il ne comprenait strictement rien. C'était pour lui, le Proche-Orient, c'était vraiment ce qu'il disait, ce qu'il entendait à la radio. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point d'ancrage. Et à la fin de ta réponse, qui ne m'avait pas du tout plu, il m'avait dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, présentez-vous à ma place. Alors, ce que j'avais fait, puisqu'en 2002, personne ne le sait, mais moi je m'en souviens encore, je m'étais présenté aux élections législatives face à Nicolas Sarkozy à Neuilly, et j'ai perdu. Voilà, donc ça c'était l'introduction, après tu vas comprendre un petit peu. Alors, aujourd'hui, notre monde est confronté à plusieurs types de guerres. Dans ces types de guerres, en Israël, il y a 2 mondes. Il y a Israël et le monde occidental. En Israël, il y a donc des guerres conventionnelles. Les Arabes ont tenté de détruire l'État d'Israël à travers des guerres conventionnelles. Donc en Israël, les guerres conventionnelles ont été, je dirais pour Israël, très coûteuses en vie humaine, mais à la fin, Israël a pu prouver qu'ils étaient en mesure de gagner toutes ces guerres. La seconde façon avec laquelle les Arabes ont tenté de détruire l'État d'Israël, c'est le terrorisme. Ça a été encore très coûteux en vie humaine, mais à la fin, l'État d'Israël a gagné et l'État d'Israël est parvenu à démanteler une grande partie des cellules terroristes qui l'entouraient. Et enfin, la dernière, c'est la bataille des médias. Les Arabes, il y a environ une quinzaine d'années, ont décidé de détruire, de délégitimiser l'État d'Israël à travers une bataille médiatique. Et la très mauvaise nouvelle, c'est que cette bataille, ils sont en train de la gagner. Ils sont non seulement en train de la gagner, mais la encore plus mauvaise nouvelle, c'est qu'Israël n'est même pas encore rentré dans la bataille. Israël commence à peine à comprendre qu'il y a un vrai terrain de guerre là-dessus. Donc ça, c'est pour l'État d'Israël. Pour ce qui nous concerne, le monde occidental, il y a donc le terrorisme, qui est donc notre adversaire, puisque nous n'avons pas de guerre conventionnelle, et la bataille des médias. Donc on a le même problème que l'État d'Israël sur d'autres sujets. La règle de base qu'on peut appliquer sur les médias, c'est que dès qu'il y a une unanimité dans les médias, on peut se dire qu'il y a une forme de manipulation. Ça marche pour quasiment tous les sujets.
Alors, n'étant pas expert en terrorisme et n'étant pas soldat, j'ai donc décidé de m'engager dans la bataille des médias. Et donc, à travers cette image-là. Alors, pour revenir à notre ami Henri, c'est que, donc, après ce petit déjeuner, quelques semaines plus tard, je suis tombé sur quelques images d'un documentaire allemand qui prouvait que, en fin de compte, le reportage qui avait été diffusé par France 2, que tout le monde croyait être l'assassinat d'un enfant de sang-froid, en fin de compte, ça n'était pas exactement ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'il y avait vraiment un combat à mener. Je me suis dit, en fin de compte, cette bataille des médias qui nous touche tous, en fin de compte, elle va aussi toucher les dirigeants politiques et elle fait que les dirigeants politiques, après, prennent des décisions complètement absurdes, eux-mêmes manipulées par les médias. Alors, qu'est-ce que cette image algorithme? Donc, c'est diffusé le 30 septembre 2000. 30 septembre 2000, tout le monde vous dira, c'est 2 jours après la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées ou le mont du Temple. Moi, je vous dirais, non. C'est le 30 septembre 2000. C'est-à-dire que le jour où Ariel Sharon est allé se promener à Jérusalem, ça n'a strictement rien fait. Des jets de pierre, mais aucune intifada n'a démarré ce jour-là. C'est vraiment cette image, l'image du petit Mohamed, qui déclenche la seconde intifada. Et je vous rappelle que c'est un an avant le 11 septembre. Alors, une chose que les gens ont du mal à appréhender, c'est le monde d'avant cette époque-là. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple, je dirais, le Monde, le Figaro, Libération du mois de juin 2000, on ne parle pas d'Israël tant que ça, on ne parle pas du monde arabe, il n'y a pas d'émeutes musulmanes dans le monde entier, en Inde, partout dans le monde. Aujourd'hui, quand vous prenez un journal, l'islam est quand même le problème récurrent sur tous les continents. Et ça vient de quoi? Ça vient de ce déclenchement de cette guerre, de ce troisième djihad qui a été lancé à travers la seconde intifada et donc cette image. Alors, qui a fait ce reportage? Talal Abou Rahma, c'est un reporter arabe qui vit à Gaza, qui a tourné ces images. À l'époque, il travaillait pour CNN et pour France 2. Il a envoyé ces images à CNN. CNN a refusé de les utiliser, disant qu'elles ne paraissaient pas authentiques. Mais France 2, il y a un journaliste qui s'appelle Charles Anderlin, que vous devez tous plus ou moins connaître, qui est un journaliste français, franco-israélien, qui a fait son alia il y a 45 ans, qui lui a pris les images et a décidé d'en faire un reportage, celui que vous connaissez, dont on a extrait cette image. Le problème de cette image, c'est que c'est un faux et que c'est l'accusation antisémite de notre génération. C'est-à-dire que c'est véritablement, en anglais on appelle ça un blood libel, c'est une accusation de crime rituel, c'est véritablement aujourd'hui la résurrection de l'accusation de crime rituel des juifs qui tuent les enfants pour en faire parfois des matzot à l'époque, et là tout simplement entre guillemets pour le plaisir. Alors quand je dis que c'est un faux, j'insiste bien sur une chose, ce reportage n'est qu'une pure et simple mise en scène, et c'est ce que je vais vous montrer au long de cette présentation. Alors, pour arriver à ça et pour arriver devant vous, il a fallu 11 années de lobbying intense et de bataille politique. Alors la bataille politique, on en a parlé, mais ça a continué et ça continue, et vous verrez que j'ai recroisé Nicolas Sarkozy dans le cadre de cette bataille et que ça n'a pas toujours été très heureux. Et lobbying intense, puisqu'il a été très dur pendant très longtemps d'obtenir le soutien des autorités israéliennes, puisqu'elles ont été extrêmement rétives à s'engager sur cette bataille. Et aussi un combat juridique qui dure depuis 2004. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, je vais vous montrer l'impact planétaire d'Al-Noura. Ensuite, je vais vous montrer pourquoi Al-Noura est une mise en scène, la démonstration. Les procès, vous raconter les procès qui ne sont pas finis, on est toujours en cours de procès. En mai 2013, donc il y a maintenant 7 mois seulement, j'ai obtenu le rapport officiel israélien qui me soutient, mais ça a mis presque 13 ans pour l'obtenir, et ma stratégie pour gagner la bataille des médias. Et enfin, vos questions, mes réponses, et je serai ravi d'écouter vos suggestions. Et j'en profite pour saluer notre président de la communauté qui vient d'arriver. Alors, l'impact planétaire d'Al-Noura. Vous connaissez cette image? Cette image, c'est l'illustration des propos de Catherine Ney, journaliste d'Europe 1. Cette journaliste d'Europe 1 avait déclaré que l'image du petit Mohamed effaçait l'image du petit enfant juif tué dans le ghetto de Varsovie. C'était pour dire qu'en gros, les nouveaux nazis de notre génération, ce sont les Israéliens. Ça a été un petit peu plus professionnalisé. Il y a eu des timbres-postes. Alors, quand vous voyez ces timbres-postes, vous voyez qu'il y a des pays qu'on pourrait attendre comme l'Iran ou le Soudan, mais il y a aussi l'Égypte, la Jordanie. Pour nos amis juifs marocains, il y a aussi le Maroc. Pour nos amis tunisiens, il y a aussi la Tunisie. Enfin, ils sont tous là.
sont venus, ils sont tous là. Alors, n'oubliez pas, c'est un an avant le 11 septembre. Et Ben Laden l'utilise dans ses cassettes de recrutement. Voici un extrait. J'arrête parce que je ne veux pas vous endoctriner. Alors, voilà un immeuble à Téhéran. Vous voyez la taille de l'immeuble, la taille de la fresque. Alors, Daniel Pearl, en février 2002, a été décapité par des terroristes pakistanais. Et la justification de son assassinat, c'était Mohamed Al-Doura. Donc, vous allez voir quelques parties de la vidéo, vous ne verrez pas la scène horrible, mais vous allez voir la justification. Der amerikanische Journalist Daniel Pearl weinte. Seine Henker zwangen ihn. Ils intercalent les images du père et de l'enfant et on voit l'enfant et le père derrière. Später trennten sie ihm vor laufender Kamera den Kopf ab und stellten die Bilder ins Internet. Alors le ministère de la Santé à Gaza, c'est martyr Mohamed Al-Doura. Et là vous voyez le drapeau du Hezbollah, vous voyez la taille de cet enfant, donc vous pouvez imaginer la taille de ce poster. Bamako, vous connaissez Bamako, capitale du Mali, là où la France fait la guerre contre les islamistes. Donc voilà la place principale de Bamako. C'est la place de l'enfant martyr de Palestine. Voilà. Vous vous souvenez de Toulouse-Montauban, 3 soldats français ont été tués en 2012 par Mohamed Merah. Voilà les 3 soldats français. Et Toulouse, bien évidemment, quelques jours après, le rabbin et 3 enfants. Mohamed Merah, avant d'être abattu par la police, a déclaré qu'il avait fait ça pour venger les enfants palestiniens musulmans tués à Gaza. Et ses petits camarades sont allés à la télévision ensuite, une fois qu'il a été abattu, pour expliquer qu'il avait fait ça pour venger Mohamed Al-Doura. Donc, pourquoi je vous ai montré tout ça? C'est pour que vous voyez qu'en fin de compte, cette image, elle a tué. Alors, je n'ai pas mis le départ, j'aurais pu rajouter, par exemple, le lynchage des 2 soldats israéliens à Ramallah. Ils ont été lynchés au cri de Al-Doura, Al-Doura, Al-Doura. Donc, c'était aussi une vengeance. Donc, encore une fois, j'aurais pu vous montrer peut-être encore une 50aine de timbres, de robes, de monuments à l'effigie d'un jardin d'enfants. Donc, cette image a tué dès qu'elle est sortie. Et elle continue à tuer jusqu'à maintenant, et je dirais même qu'elle va jusqu'à tuer même des soldats français, puisqu'on a les 3 soldats français qui sont morts là, ils sont morts par un type qui a été incité à la haine par Al-Doura. Alors, maintenant je voudrais vous montrer pourquoi ce reportage est une mise en scène. D'abord, je voudrais vous montrer des images difficiles. Ce sont les images qui ont été tournées en Syrie récemment. Regardez-les bien. Alors, elles sont difficiles, mais regardez bien, c'est juste pour que vous compreniez ce que fait réellement l'impact d'une balle, parce qu'on a la chance de vivre dans des territoires en paix et de ne pas savoir exactement ce que fait la guerre. Voilà ce que fait la guerre. Allahu Akbar. اقتحام مفرد الشر قتال وعد الحق كتيبة المهيمن Allah. Regardez la flaque de sang qui se met à côté de sa tête. Vous avez une flaque de sang. Vous la voyez bien ou il y a trop de sang? Peut-être qu'on pourrait éteindre cette lumière. Vous voyez cette flaque de sang? Vous voulez revoir? Allahu Akbar. اقتحام مفرد الشر قتال وعد الحق كتيبة المهيمن الله أبو عمار أبو عمار أبو عمار الله أكبر. Vous voyez une mare de sang? أبو عمار. Ça c'est une seule balle. الله أكبر. أبو عمار. Alors, maintenant, je voudrais rentrer dans le vif du sujet sur la mise en scène Al-Doura. Alors d'abord, ça n'est pas une thèse, mais une démonstration. Quand je dis une démonstration, c'est une démonstration scientifique, c'est-à-dire qu'on a des expertises balistiques, biométriques, médico-légales et même graphologiques qui certifient que tout ce qu'on a est authentique et que tout ce qu'apporte la partie adverse n'est pas authentique. Donc, corroboré par des expertises scientifiques. Nos sources n'ont jamais été contestées. Notre principale source, ce sont les images de France 2 elle-même. Et enfin, il y a des pionniers.
je rappelle assez souvent, dans toutes les présentations que je fais, que ce n'est pas moi qui ai découvert l'affaire Al-Doura, ce n'est pas moi qui ai découvert la mise en scène, c'est ce chercheur israélien qui s'appelle Nahum Sha'af, qui l'a découvert dans les semaines qui ont suivi les événements. Malheureusement, il n'a pas été cru en Israël, donc ça n'a pas réussi, il n'a pas réussi à faire, je dirais, gagner la vérité. Ensuite, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Rehov, qui a fait des films en France sur la désinformation qui maintenant vit en Israël, qui a essayé de s'en emparer, ça n'a pas marché non plus. Et Esther Shapira, qui est une journaliste de la télévision publique allemande ARD, qui a fait un premier documentaire en 2002. C'est ce documentaire, Henri, que j'avais vu et qui m'avait choqué, qui m'a fait me rendre compte qu'en fait, on avait été manipulé là-dessus. Au début, elle n'était arrivée qu'à la conclusion que le fait que l'enfant avait été tué par les Arabes et pas par les Israéliens. Et ensuite, on s'est rendu compte, grâce à Nahum Sha'af, que c'était une mise en scène. Moi, je suis allé la voir en Allemagne pour lui dire « mais vous êtes trompé ». On a eu des grands débats, des grandes discussions, on a regardé les images ensemble, et finalement, elle a fait un second documentaire, en 2009, qui reprend toutes nos accusations sur le fait que c'est une mise en scène. Alors, on dispose d'un temps limité, vous avez la chance, j'habite Neuilly, donc j'ai jusqu'à demain matin pour répondre à vos questions, mais ce que je vous propose, c'est qu'on garde toutes vos questions pour la fin, et je vais essayer de vous faire une présentation la plus compacte possible, pour pouvoir prendre toutes vos questions à la fin, de façon coordonnée. Alors, maintenant, je vous invite à regarder le reportage de France 2, c'est 50 secondes. Ce que je vous affirme, c'est que 100% de ce reportage est une pure et simple mise en scène. Regardez bien. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent, ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans. Son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Voilà le reportage qui a été diffusé. Alors, la version des faits du journaliste de France 2, c'est que les soldats israéliens se trouvaient à une distance de 80 mètres du père et de l'enfant. Est-ce que dans cette salle, on a déjà des gens qui ont déjà tiré avec une arme? Donc, à 80 mètres, une cible fixe d'à peu près 2 mètres carrés, est-ce qu'il faut plus d'une balle pour la battre? Quand on sait qu'on parle de snipers israéliens qui tirent. Voilà. Donc, en tout cas, les experts balistiques qu'on a fait témoigner au procès ont expliqué qu'à une distance de 80 mètres, tout soldat normalement, on ne parle pas de tireur d'élite, mais tout soldat normalement entraîné peut loger toutes ses balles dans une surface comme celle-ci, à 80 mètres. La version des faits de France 2, c'est que donc le père et l'enfant, qui était donc une cible fixe à 80 mètres, il aurait fallu 45 minutes aux soldats israéliens pour tirer sans discontinuer sur le père et l'enfant pour les abattre. Le père aurait reçu 12 balles et aurait été grièvement blessé, et l'enfant aurait reçu 3 balles et en serait mort. Donc ça fait 12 plus 3, ça fait 15 balles d'armes de guerre. Et quand on regarde bien l'image finale, il n'y a pas une goutte de sang. Alors là, il y a une petite tache rouge. Je vous montrerai après ce que c'est. En fin de compte, c'est un chiffon rouge que l'enfant prend de sa poche, sort et place à son abdomen, mais je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'avant même de rentrer dans une analyse scientifique, le bon sens vous indique que 15 balles d'armes de guerre, pas une goutte de sang, on aurait dû quand même se poser des questions. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas d'internet rapide, on n'avait pas l'habitude de revoir les images comme on le faisait. Et les journaux de la presse du lendemain et des jours qui suivaient racontaient par exemple que lors de cette fusillade, le sang giclait sur le mur. Les journalistes pouvaient dire ça, mais comme on ne revoyait pas les images, personne ne pouvait vérifier. Alors, voyons où ça s'est passé. Voilà un carrefour à Gaza qui s'appelle le carrefour de Netzarim. Là, vous avez le mur, agrandi là avec un baril, okay, où là, il y avait le père et l'enfant, et là, le fortin israélien, qui se trouve à une distance de 80 mètres, vous voyez, avec un angle de 30 degrés. L'angle de 30 degrés est assez important. On va se dire. Alors, je voudrais qu'on regarde maintenant plusieurs éléments qui prouvent le fait que le reportage n'est pas authentique. Alors, d'abord, je voudrais qu'on regarde des images qui ont été tournées par Reuters le même jour, au même endroit.
au même endroit, c'est-à-dire devant le fortin israélien le même jour, et ce sont des scènes qui sont tournées ici. Donc même pas à 80 mètres, à 20, 30 ou 40 mètres devant le fortin israélien. Et vous allez le voir parce que vous allez voir tout de suite le drapeau israélien. Drapeau israélien devant le fortin. Donc là il y a un garçon qui fait semblant d'être blessé. On appelle une ambulance rapidement. Les caméramens arrivent pour filmer. L'ambulance arrive, United Nations. Et là, regardez ce garçon. Ce garçon est très intéressant parce qu'il vient d'avoir un de ses amis qui est blessé, qui a pris une balle, visiblement. Et lui, il part en souriant et en applaudissant. Donc il est content. Les caméramans filment. Et là, on voit un homme avec un treillis qui pourrait être une véritable cible pour les soldats israéliens. Et pour autant, personne ne tire sur lui. Et vous voyez, il y a 3 caméramans plus nous, ça fait donc 4 caméramans qui filment cette scène bidon. Maintenant, je vais vous montrer une seconde scène. On a plus d'une dizaine de scènes ridicules qui ont été tournées ce jour-là. Cette deuxième scène, vous allez voir quelqu'un qui passe à vélo tranquillement, une ambulance qui arrive pour venir récupérer le soi-disant blessé. Et là, ce que vous allez voir, c'est que le blessé ne va même pas être porté dans l'ambulance, il va sauter en courant dans l'ambulance. Regardez, l'ambulance arrive. Quelqu'un passe à vélo tranquillement, on ouvre la porte et là il saute. Ah. Alors maintenant, on va voir donc une ambulance qui démarre un peu trop vite. Et vous allez voir ce que ça fait quand une ambulance démarre trop vite. J'allais dire un peu méchamment, c'est qu'il y a une morale, c'est que celui qui faisait semblant d'être blessé, ben là il est un tout petit peu, pas méchamment, mais un tout petit peu blessé. Voilà. Donc on a plein de scènes comme ça qui prouvent que ce jour-là, en fin de compte, à Netzarim, ça n'était pas une zone de guerre, mais c'était une zone où on tournait de fausses scènes de guerre. Alors maintenant, voilà la source du reportage de France 2, Talal Abou Rahma, un caméraman arabe. Regardez ce qu'il va vous dire. C'est intéressant, il est interrogé par la télévision allemande ARD. C'est donc un an plus tard. Well, first of all, as I told you, 28 minutes, no, around 28 minutes they were hiding and the shooting on them. I mean, I could tell you clearly, the focus on them. And I could see the bullets around the boy, on the wall, coming to the wall. Donc il nous dit, pendant déjà les premières 28 minutes, ils ont tiré, ils ont cherché à la battre. Alors on regarde les 28 premières minutes. On regarde qu'après 28 minutes de tir, là je parle plus de 2 mètres carrés, mais je parle d'un grand mur, au moins aussi grand que cet écran. Il y a 8 impacts de balles après 45 minutes au total. Alors quand on regarde la taille des impacts de balles dans le mur, imaginez si le père avait effectivement reçu les 12 balles d'armes de guerre, dans quel état il serait. Regardez cette taille. Maintenant je vais vous parler d'un tout petit peu de balistique. Quand vous regardez la forme des impacts de balles dans le mur, ils sont ronds. Ce qui prouve que les tirs sont perpendiculaires et ne peuvent pas venir de la position en angle de 30 degrés. Si les tirs venaient de la position en angle de 30 degrés, là où se trouvent les Israéliens, on aurait des formes ovales et des balles qui auraient griffé le mur. Alors on va continuer à l'écouter un petit peu. We have evidence, the kind of the bullet, I filmed it, the kind of the bullet, we pick up the bullets from the wall. What bullet was it? What would you say? How long was it? I don't know. You interviewed one from the general, he could tell you. But the general claimed that no investigation took place. France do collected. So you're doing a better investigation job than the police? No, we have some secrets, for ourselves. We cannot give anything, just everything. Donc voilà, donc il a des secrets, c'est lui qui a récupéré les balles. Bien évidemment, on a demandé à France 2 de présenter ces balles, ils ne les ont jamais montrées. Et encore une fois, regardez le mur après ces 45 minutes de tir. Alors, ce journaliste qui est donc la source de France 2, le caméraman de France 2, il a été interrogé dans un journal marocain le 2 avril 2001, c'est-à-dire donc 6 mois après les faits, et il est venu faire une tournée de conférences au Maroc. Il exprimait sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour le soutien à la cause apporté à la cause palestinienne. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est ce qu'il déclarait à l'intérieur, c'est qu'on disait qu'il est venu, il a choisi le journalisme comme moyen de défense de la cause palestinienne. C'est-à-dire que c'est un journaliste engagé qui a véritablement choisi ce métier avec un but politique. Alors, dans le cadre des procès que je vais évoquer plus tard, France 2 a produit des témoignages écrits. Je voudrais montrer quelques témoignages écrits qui ont été présentés par France 2.
Le caméraman de la société de presse a dit « Nous avons vu les soldats israéliens tirant des missiles en direction du poste palestinien de sécurité. » C'est beaucoup des missiles. Après, l'ambulancier qui a récupéré le corps nous dit qu'il y avait un avion qui tirait d'en haut. Et enfin, il y avait des hélicoptères, des snipers israéliens qui tiraient des missiles anti-tanks sur le poste de sécurité palestinien. Donc vous imaginez 45 000 de tirs, des avions, des hélicoptères, des missiles, et toujours 8 impacts de balles dans le mur. Et pas une goutte de sang. Je pense qu'on peut dire que les sources ne sont pas très fiables. Alors maintenant, je voudrais qu'on regarde attentivement la première scène du reportage. Regardez bien cette scène. D'abord, première chose, vous voyez que le caméraman est posé exactement, parfaitement, pour savoir que c'est cet homme-là à qui il va arriver quelque chose. Ce qui est très rare. Normalement, quelqu'un qui reçoit une balle, c'est inattendu. Donc personne ne sait que cet homme-là, personne ne devrait savoir qu'il va recevoir une balle. Et pourtant, le caméraman est parfaitement placé. Alors regardez et écoutez, c'est très intéressant. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Il y a 3 choses absurdes. La première chose, c'est que donc le caméraman placé parfaitement, ça n'arrive jamais. Un caméraman n'est jamais... Vous n'avez jamais vu ça à la télévision, je peux vous le dire. On a cherché dans les archives, il n'y a jamais un caméraman parfaitement placé. Deuxième chose, Anderlin nous dit, les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois ils tirent à balles à blanc. Donc quand ils font leur mise en scène, donc lui nous le dit ça, donc par antiphrase, on commence à comprendre qu'en fin de compte, ils tirent parfois autre chose que des balles réelles. La troisième chose, et c'est grâce aux gens qui ont laissé sonner leur téléphone portable que je vais pouvoir prouver l'absurdité de cette scène, c'est quand vos téléphones portables ont sonné, il vous a fallu entre 2 et 3 secondes pour décrocher et vous avez été très rapide. Là, vous allez voir que l'ambulance, il lui faut seulement 2 secondes pour arriver sur la scène. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. 2 secondes. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais je vais vous montrer encore un truc encore plus, parce que France 2, ils sont très fiers de nous montrer qu'ils ont d'autres images qui prouvent qu'ils ont un autre angle. Donc cet homme qui va recevoir une balle dans la jambe, il y a 2 caméramans qui savent qu'il va recevoir la balle, et vous allez même voir grâce au rétroviseur de l'ambulance qu'en fin de compte, l'ambulance, elle est même partie avant qu'il ne reçoive la balle. Notre caméraman, les voici. Donc 2 caméramans savent qu'il va lui arriver quelque chose. Chose étonnante, le type qui est là fait un bond dans ce sens-là, alors que la balle devrait le projeter contre la Jeep, et l'ambulance est là. Donc là, sur sa jambe droite qu'il tient, on va le traîner sur le sol. Il ne va laisser aucune trace de sang sur le sol. On va le porter. Là, sur sa jambe, là, jambe pliée, aucune trace. On le met sur la civière, sur sa jambe droite. Il ne se plaint pas. Et alors là, maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc, vous voyez bien que cette scène, elle est grotesque. Elle n'a aucun sens. Et bien, au moment où on tourne cette scène, à 5 mètres de là, il y a le père et l'enfant qui attendent leur tour pour tourner leur propre scène derrière le baril. Et vous allez voir que pendant cette scène-là, il y a des gens qui fument tranquillement leurs cigarettes. On retrouve les images de France 2 déjà montrant la fin de l'évacuation. Celui qui vient d'évacuer maintenant va cracher sa fumée. Ici. Voilà. Et quand l'ambulance va partir... Un autre chauffeur prend le volant, la Land Rover redémarre. Et donc la Land Rover va passer devant le père et l'enfant, à 5 mètres. Dans leur fuite, ces hommes passent devant Mohamed Al-Doura et son père Jamal, cachés derrière ce qui ressemble à un cylindre en béton. Ça veut donc dire qu'au moment où on tourne cette scène bidon, le père et l'enfant sont derrière le baril. Donc ils n'ont strictement rien à faire là, si ce n'est attendre pour tourner leur fausse scène de guerre. Alors maintenant, dans le reportage de France 2, l'image s'arrête avec un enfant déjà qui a la main devant les yeux, ce qui est totalement absurde. Si ce soir, par exemple, avant de dormir, vous voulez dormir avec la main devant les yeux parce qu'il y a trop de lumière dans votre chambre, vous ne pourrez pas parce que vous vous endormirez, votre tonus musculaire fera que votre bras va tomber. Et bien là, non. Vous allez voir que le mort, non seulement il a la main devant les yeux, mais une fois qu'il est mort, regardez ce qu'il fait avec son coude et regardez le visage du père aussi. Vous voyez, il lève le coude, tourne de tête, et le père. Alors là, il manque du son, parce que normalement... Dommage. Vous voulez revoir ça peut... Regardez, quand l'enfant lève le coude, tourne la tête en direction du caméraman, baisse le coude, et le père qui sourit. Et là, vous voyez le coude bien levé.
Alors que là, l'enfant est censé être mort juste avant. Alors, on est d'accord que jusqu'à présent, tout ça est ridicule. Maintenant, je voudrais vous montrer des images encore plus ridicules. Ce sont les images qui suivent l'enfant mort qui lève le coude et qui tourne la tête. Ce sont les dernières images des rushs de France 2. Regardez bien, les rushs sont donc les images renvoyées par le caméraman avant d'être montées. Regardez ce que ça donne. Donc là, on voit un trépied déjà, ce qui est étonnant pour une scène de guerre. Voilà, et hop. Et là, ce qu'on voit, c'est que derrière le baril, le père et l'enfant ont disparu. Et rappelez-vous, ils sont censés avoir été transpercés par 15 balles d'armes de guerre. Et il n'y a pas une trace de sang sur le mur. Alors si vous voulez voir le timecode, revoir le timecode qui est là, vous pourrez voir 1806, 1807, 1808, 1809. Deux. Rien du tout. D'accord? Donc, on peut dire que cette scène ne colle pas non plus. Alors maintenant, je voudrais qu'on aborde les deux dernières grandes parties d'absurdité. C'est les blessures du père et les blessures de l'enfant. Alors on va écouter ce que nous dit le père. Il y a un an, Jamal était touché par une douzaine de balles. Le roi de Jordanie a personnellement financé les 7 opérations qu'il a subies. Les balles m'ont arraché les muscles du bras droit. Elles m'ont pulvérisé l'os. Maintenant, j'ai du métal à la place de l'os. Ma jambe droite a été criblée de balles, ma hanche brisée, je n'ai plus de nerfs dans la jambe droite, c'est-à-dire que je suis à moitié paralysé du côté droit. Donc 12 balles d'armes de guerre, c'est beaucoup, mais il n'a toujours pas de sang sur la scène. En revanche, le lendemain des faits, il a un plâtre avec du sang et des cicatrices là avec du sang. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les dernières images juste avant que l'enfant mette la main devant les yeux, les toutes dernières secondes, on voit que les jambes du père qui sont censées être criblées de balles là n'ont strictement rien. Et là, vous voyez le petit chiffon rouge que l'enfant va apporter à son abdomen, et vous voyez qu'il n'a strictement rien. On a quand même eu un problème dès 2004, parce que nous on est entré dans la bataille en 2002, et en 2004, France 2 a apporté des images du père, quasiment nu, où on voyait qu'il avait des cicatrices partout sur le corps. Et ces cicatrices posaient problème, puisqu'on nous disait, voilà, c'est le résultat des balles qu'il a reçues. Alors il y a une enquête qui a été menée, et en fin de compte, on s'est aperçu d'une chose, c'est que le père avait été attaqué en 1992, cette scène est tournée en l'an 2000. En 1992, il a été attaqué par des gens du Hamas à Gaza, parce qu'il était considéré comme un collaborateur des Israéliens. Il a été attaqué à coups de hache et de couteau. En 1994, son patron israélien lui a payé son opération chirurgicale à l'hôpital Tel HaShomer de Tel Aviv pour lui permettre de retrouver une motricité de la main. Et donc, il a des cicatrices partout de ces opérations-là. Et en 2000, il a fait croire que ces cicatrices venaient de ses blessures par balle. Sauf que des blessures par balle, c'est plutôt rond, et des blessures de couteau et de hache et de cicatrices de scalpel, c'est plutôt rectiligne. Alors voilà le médecin, Yehuda David, qui l'a opéré et qui témoigne. לקחתי גידים באופן חופשי, זאת אומרת ניתקתי אותם מהשרירים שלהם מכף רגל שמאל והעברתי אותם לשריר שהיה עדיין פעיל בידו הימנית. כל זה כמובן זה משאיר צלקות, ולכאורה הצלקות האלה לפי התמונות שג'מאל דורם מציג אותם כפיצי ירי של חיילי צה"ל לא יכולים להיות בשום פנים ואופן פצע ירי. לפני שיצאתי לתקשורת רציתי להיות בטוח שאני לא טועה. התייעצתי עם אנשים שיודעים כירורגית כף יד, שיודעים איך נראית צלקת מזה שעוסקים בזה במשך כ-40 שנה, וכולם מסכימים כמוני. הצלקות הללו שג'מאל הדורה מציג כצלקות של פיצי ירי הם צלקות של חתך, או של סכין כירורגי, או של גרזן או סכין כנשק. Voilà, donc grâce à lui et grâce à ce qu'on a pu savoir avant, on sait donc que les blessures ne venaient pas du croisement de Netzarim. Donc maintenant on va voir les blessures de Mohamed, blessures entre guillemets. Alors écoutons ce que nous dit le père. The first bullet hit him in the right knee. La première balle l'a touché au genou droit. Souvenez-vous, c'est assez important d'écouter ça. Alors regardez bien ce que va dire le résultat de l'autopsie. Vous allez voir des images donc assez difficiles. Vous allez voir un enfant ou un adolescent véritablement mort autopsié, mais écoutez bien et souvenez-vous que le père dit qu'il a reçu une balle dans la jambe droite.
au genou droit. Following the examination, it was clear that the bullet entered the body from the front and from above. The bullet entered the body in the abdomen and exited the body here. This wound was fatal. The second injury lies just beneath the chest, and the bullet exited through the left hip bone. This wound was also fatal because it shredded major blood vessels. The third injury in the left leg was relatively harmless. Donc lui il nous dit 2 balles qui sont rentrées et sorties dans le dos et une balle dans la jambe gauche. Or le père nous parle d'une balle dans la jambe droite. Donc là on commence à se poser la question, est-ce que cette autopsie du garçon qu'on voit là correspond à l'enfant qui tourne dans le reportage de France 2? Alors déjà ce qu'on voit c'est que son genou droit il n'y a strictement rien. Et à la fin, quand vous vous souvenez, quand l'enfant lève le coude, à la fin il lève aussi son genou, son pied droit, ce qui est totalement impossible s'il avait reçu une balle dans le genou droit. Alors on va écouter ce que nous dit le père maintenant. Und Mohammed? Mohammed wurde zuerst am rechten Bein getroffen und das zweite Geschoss trat aus dem Rücken aus. Ich glaube, es waren insgesamt 3 Schüsse. Donc il a eu 3 balles, il nous confirme tout ça. Maintenant voyons ce que nous dit le médecin Mohamed Tawil, que France 2 authentifie comme celui qui a réceptionné le corps à la morgue. L'explication a été donnée dès le lendemain du drame par le médecin qui a examiné le corps. Cette blessure à la hauteur du rein a été causée par la sortie d'une balle qui avait touché Mohamed de face à la poitrine. Donc il aurait reçu une balle de face à la poitrine. Encore une fois, vous voyez que sa poitrine, il n'y a strictement rien. Et voilà ce que nous dit l'expert balistique. Si la blessure au ventre avait été transfixiante, comme le déclare un médecin, des projections de sang, de chair seraient visibles sur le mur, ce qui n'apparaît pas sur les photographies couvrant les 10 secondes qui suivent le reportage de France 2. Alors, vous voyez, ça c'est une fois qu'il a levé le coude, qu'il a tourné la tête, et quand il a même levé son pied, vous voyez que derrière son dos, il n'y a strictement rien, alors que normalement, on devrait avoir les projections de sang dans le dos, et même sur le mur, partout. Alors, je vais vous montrer 2 images difficiles, c'est à comparer avec des vraies sorties de balles, pour que vous preniez un petit peu conscience de l'impact que peut avoir une balle. Voilà, ça c'est, vous voyez le jean, le dos d'une personne qui a pris une balle qui est sortie dans le dos. Et la seconde est encore pire, voilà. Voilà ce que ça fait. À comparer avec France 2, vous voyez strictement rien. Dans le cadre du corps d'un enfant, l'expert balistique nous dit même que le corps serait complètement arraché, quoi. Les parties du corps seraient complètement arrachées. Là on parlait d'adultes, mais l'enfant partirait dans tous les sens. Alors le docteur Tawil, qui a réceptionné le corps, qu'il croit être celui de Mohamed Al-Doura, l'a reçu à une heure improbable. Je vous invite à écouter ce qu'il nous dit là-dessus. It was about 10 o'clock. I was in the intensive care room in the emergency department because for the serious casualties. In the same time, in 1 minute, bodies came to this floor. One was small body. I knew afterwards his name was Mohamed Jamal Dorra. Donc, pour résumer, il a réceptionné un corps mort à 10h du matin. À 15h, puisque le reportage de Charles Nérin, c'est 15h, tout vient de basculer. À 15h, l'enfant est vivant. Puis à 15h45, il est mort. Puis à 15h46, il est vivant puisqu'il lève le coude. Puis il est remort à 15h47, puis ensuite il disparaît complètement. C'est pour vous rendre compte à quel point c'est absurde. Maintenant, vous avez vu le problème de la jambe droite et de la jambe gauche, puisque le père nous dit qu'il a reçu une balle dans la jambe droite, alors que l'autopsie nous dit qu'il a reçu la balle dans la jambe gauche. En fin de compte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé, on a fait des comparaisons des visages, des expertises biométriques pour voir si le visage de l'enfant que l'on voit dans le reportage de France 2 correspond au visage de l'enfant à la morgue ou au visage de l'enfant au funérailles. Et en fin de compte, il ne correspond pas. C'est un enfant qui n'a strictement rien à voir. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a eu un enfant véritablement mort à 10h du matin, dont on ne connaît pas les conséquences, les conditions de la mort, on ne sait pas ce qui est arrivé. En revanche, France 2 a tourné la scène, enfin le caméraman de France a tourné dans l'après-midi et ensuite ils s'en sont servis pour faire croire. Donc pour résumer, ce jour-là on tournait des mises en scène au même endroit. La source de France 2 n'est pas fiable, c'est à la Laborarma, celui que vous avez pu voir. La première scène du reportage n'est pas authentique, c'est celle où on voit l'ambulance arriver en 2 secondes. 45 minutes de tir, 15 balles à haute vélocité et pas une seule goutte de sang.
le garçon mort qui bouge après sa mort, les cicatrices du père qui ne sont pas liées au 30 septembre 2000, les blessures décrites sur l'enfant ne sont pas plausibles, et enfin l'enfant qui était mort à 10 heures, puis vivant, ce que je vous ai expliqué là, donc une forme de résurrection qui est déjà arrivée. Selon certaines sources, il y a plus de 2000 ans, mais bon, là ça fait quand même 4 résurrections en quelques heures, ce qui est un peu beaucoup. Et on a une cinquantaine de preuves supplémentaires. Comme je vous l'ai dit, on a fait une présentation assez comprimée, compressée, assez courte, pour pouvoir vous laisser ensuite poser des questions. Donc, moi j'affirme que le reportage que France 2 a diffusé le 30 septembre 2000 est une pure et simple mise en scène. Et voilà donc l'image finale. Avant de continuer, parce que j'ai une autre, la conclusion de cette présentation, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un dans cette salle qui doute du fait que le reportage ait été une mise en scène et qui pense que ce reportage est authentique. D'accord. Merci. Alors, les procès. Les procès, donc moi j'ai publié un article en novembre 2004, puisque France 2 ne voulait pas rentrer dans le débat. Ils m'ont attaqué en diffamation. Le premier procès a eu lieu en septembre 2006. Ça s'est bien passé puisque le procureur de la République a dit à la fin que j'avais apporté des preuves convaincantes et suffisantes de la mise en scène et que je devais être relaxé. Sauf qu'à l'époque, Jacques Chirac était président et qu'ils avaient la partie adverse, Anderlin et France 2, avaient produit une lettre de Jacques Chirac qui expliquait que Charles Anderlin est un très grand journaliste très fiable. On peut imaginer que ça a eu de l'influence et en tout cas j'ai été condamné pour diffamation avec un autre argument très fort et qui était très difficile à contrer, qui était que je n'avais pas le soutien des autorités israéliennes à l'époque, puisque les Israéliens refusaient de me suivre sur cette démonstration, et que même à l'époque, il y avait un ambassadeur, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelait Danny Sheck, qui refusait de me serrer la main parce que c'était un ami de Charles Anderlin, et il disait que j'étais un conspirationniste. Donc pour moi, c'était très difficile, dans l'establishment français, de lutter contre l'ambassade d'Israël, qui elle-même était en faveur d'Anderlin. Ensuite, j'ai fait appel de ce procès, perdu, et donc en septembre 2007 le procès a commencé, il devait durer une seule séance, mais il a été interrompu assez rapidement par les juges qui ont dit mais attendez France 2, vous nous dites que vous avez 27 minutes des images qui prouvent que vous avez raison et vous ne les apportez pas à la cour. Donc on vous demande, on interrompt le procès et vous revenez dans 2 mois avec le DVD avec ces images. Et là, 2 mois plus tard, ils sont venus avec un DVD où il y avait seulement 18 minutes d'images, donc ils avaient effacé 9 minutes. Dans ces 18 minutes, il y avait donc notamment les 10 secondes où vous voyez l'enfant lever le coude et d'autres scènes encore plus ridicules, mais il n'y avait strictement rien qui confirmait leurs accusations. Ensuite, il y a eu des plaidoiries qui ont eu lieu en février 2008. J'avais comme avocat contre moi Francis Spinner. Francis Spinner, que certains aiment bien, mais je tiens à rappeler quand même ses propos. Pour Francis Spinner, le sionisme, c'est un juif qui donne de l'argent à un autre juif pour qu'il envoie de l'argent à un autre juif pour aller tuer des Arabes. Voilà, Francis Spinner, dans le texte, dans les procès, et il a dit qu'en gros, j'ai été le croisement aigri de Forisson, donc Forisson le négationniste, et de Thierry Messon. Voilà. Malgré tout cela, j'ai gagné le procès en mai 2008 avec un arrêt extrêmement dévastateur pour France 2. Une semaine plus tard, le Nouvel Obs a sorti une pétition qui soutenait Charles Anderlin, où il y avait plus de 500 journalistes qui ont signé cette pétition, et aussi des intellectuels, pseudo-intellectuels, des gens comme Jacques Attali, des Jack Lang, des Hubert Védrine, enfin tous ces gens-là qui soutenaient donc Charles Anderlin. L'an plus tard, l'année suivante, Nicolas Sarkozy a fait remettre la Légion d'honneur à Charles Anderlin, et France 2, plutôt que d'accepter la mise en scène, le fait que c'était une mise en scène, c'est pourvu en cassation. Et en 2012, j'ai été déçu puisque la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de mai 2008, donc 4 ans plus tard, ce qui est extrêmement rare. Et l'argument de la Cour de cassation, c'était de dire que France 2, on n'avait pas le droit de regarder les images, les rushs de France 2 à la Cour d'appel. Donc c'est pour ça que l'arrêt a été cassé. Donc on a été renvoyé devant une Cour d'appel, parce que vous comprenez, c'est qu'on est monté d'un cran, Cour de cassation, donc il nous renvoie à la Cour d'appel. Procès qui a eu lieu en janvier, tout s'est bien passé. J'ai fait cette présentation beaucoup plus détaillée. J'ai même présenté une reconstitution de la scène faite par des architectes pour montrer bien les distances, les angles, etc. Le résultat du procès était attendu pour avril 2013, donc il y a quelques mois. Les juges ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure de rendre leur décision. Ça a été reporté au mois de mai. Au mois de mai, ils ont encore reporté une autre fois suivante au mois de juin. Et au mois de juin, j'ai été condamné dans le second procès en appel.
Et j'ai été donc reconnu coupable de diffamation et j'ai été donc condamné à payer 11 002 euros. Alors pourquoi 11 002 euros? Il y a 10 000 euros pour France 2 et Charles Anderlin, il y a 1 000 euros d'amende et il y a 2 euros, 1 euro pour Charles Anderlin et 1 euro pour France 2 aussi, de façon symbolique. Donc je me suis pourvu moi-même en cassation en juillet 2013, je me suis pourvu à la Cour de cassation. Et en octobre 2013, le Middle East Forum, qui est un think tank américain dirigé par Daniel Pipes, a décidé de payer ma condamnation. Alors c'est intéressant d'abord qu'il paye à ma place, toujours agréable, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant dans la symbolique, ça veut dire que maintenant je ne suis plus seul, j'ai aussi des groupes de réflexion américains qui viennent, notamment le Middle East Forum. Et cette semaine, un autre groupe américain qui s'appelle The Lawfare Project, qui est un think tank qui est basé à New York, et qui a décidé de prendre en charge les frais légaux de mon prochain procès à la Cour de cassation. Donc ça veut dire que les Américains s'impliquent de plus en plus, et quand ils mettent de l'argent, ensuite ils mettent des moyens supplémentaires. Donc je pense que c'est utile pour permettre de faire pression sur la société française pour les empêcher de continuer à couvrir cette mise en scène. Alors, le rapport officiel israélien, le voilà, il date du 19 mai 2013. Rendez-vous compte, ça fait même pas 7 mois, 7 mois moins 2 jours qu'il est sorti. Il leur aura fallu presque 13 ans pour sortir un rapport pour dire que la même chose que nous. Donc, il est sorti après plus de 10 ans de lobbying intensif. Je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps en Israël pour leur faire comprendre l'importance de sortir ce rapport. C'était un objectif important qui a été atteint. Pourquoi? Comme je vous le disais, puisque quand j'ai été condamné, tout le monde me disait toujours « mais les Israéliens sont contre toi ». Quand l'ambassadeur d'Israël parlait contre moi, c'était extrêmement difficile de dire que j'avais raison. Que vous le sachiez, pour ceux qui pensent que cette affaire est une affaire de droite ou de gauche, le seul ambassadeur d'Israël en France qui m'a soutenu très fort s'appelle Eli Barnavi, et donc qui avait publié, et pourtant il est considéré comme quelqu'un d'extrême gauche. Donc ce n'est pas un débat de droite ou de gauche, c'est un débat de vérité et de mensonge. Et ce rapport arrive aux mêmes conclusions que les nôtres, donc c'est très important. Alors, gagner la bataille des médias, c'est donc le thème de cette conférence, donc vous êtes venus pour ça. Nos objectifs sont très clairs. Obtenir la reconnaissance de la mise en scène, c'est ça le premier objectif. Diffuser un message de vérité dans le monde entier. Une fois qu'on aura obtenu cette reconnaissance, on pourra exiger que les médias du monde entier corrigent l'information. Attirer l'attention de l'opinion publique sur la manipulation médiatique, c'est très important. Vous avez tous ici des experts de vos sujets, de vos professions, de vos passions, et vous voyez bien que quand les médias traitent ces sujets, c'est souvent ou bien mal fait, incompétent, biaisé, politisé. Donc c'est très important de mettre la pression sur les médias, et donc c'est ça, c'est l'idée de mettre les médias sur la défensive. Aujourd'hui, les médias qui ont le pouvoir, qui ont tout pouvoir sur tout, notre idée c'est maintenant de mettre la charge de la preuve de leur côté. Vous noterez que dans nos objectifs, il n'y a pas le fait de gagner le procès, puisque le procès n'est qu'un procès en diffamation, ce n'est pas le fond de l'affaire. C'est-à-dire que même si demain, Charles Anderlin arrivait sur France 2 et disait « c'est une pure et simple mise en scène », ça ne veut pas dire que je gagnerais le procès, puisque le procès n'est qu'entre guillemets un produit dérivé de l'affaire, puisque l'affaire, c'est vraiment de savoir si c'est une mise en scène, oui ou non. Alors, je voudrais vous montrer quelques victoires qu'on a déjà obtenues. On a eu des défaites, on a eu la Légion d'honneur d'Anderlin, on a eu plein de choses, des défaites en justice, mais on a eu quelques victoires remportées en dehors du rapport israélien. Pierre-André Taguieff, qui est un sociologue et philosophe non-juif, a publié un livre qui s'appelle « La nouvelle propagande anti-juive », dans lequel il fait 100 pages sur l'affaire Al-Doura, et dans laquelle il soutient à 100% notre démonstration. En 2010 et en 2012, alors d'abord je vais expliquer. En 2008, Canal+ avait diffusé un documentaire sur l'affaire Al-Doura où il y avait 26 minutes qui étaient consacrées aux négationnistes du 11 septembre et 26 minutes consacrées à moi, et donc à moi qui serais le négationniste de la mort de Walid Al-Doura. Et donc on nous renvoyait les uns de l'autre. D'un côté, il y a des extrémistes antisémites aux États-Unis, et en Europe, il y a des extrémistes juifs. Et donc, c'était un documentaire assez ignoble. J'ai porté plainte contre Canal+, et j'ai donc fait condamner en première instance et en appel en 2012 en diffamation pour ce documentaire. À l'époque, Canal+ avait comme avocat un monsieur qui s'appelle William Bourdon, vous devez peut-être connaître, et qui disait que, alors je reprends ces mots parce que ce ne sont pas mes mots, mais il disait mais en Palestine, il y a des extrémistes comme le Hamas, et en France, il y a des extrémistes comme Karsanti. Voilà les arguments qu'on a en fait. Le 12 juillet 2010,
Jean-Pierre Plancade, qui est sénateur de Haute-Garonne, interrogeait le futur président de France Télévisions lors de son audition au Sénat, et voilà comment il l'interrogeait. C'était diffusé sur Public Sénat. C'est pourquoi je prends la liberté de vous parler ici d'une affaire qui me tient à cœur et qui, de mon point de vue, dure depuis trop longtemps et qui concerne France 2. Il s'agit de l'affaire de la diffusion du reportage sur la mort que je mets maintenant entre guillemets du jeune Mohamed Al-Doura, qui aurait, d'après ce reportage, été tué par une balle israélienne. Suite à ce reportage, il pèse aujourd'hui, à l'encontre de France 2, un soupçon grave d'avoir diffusé une mise en scène de cette affaire. Soupçon renforcé par le fait que cette chaîne a perdu le procès qu'elle a intenté contre l'un de nos concitoyens qui avait accusé ce reportage d'être, je le cite, une pure et simple mise en scène. J'ai récemment visionné un reportage réalisé par la chaîne publique allemande ARD, intitulé « L'enfant, la mort et la vérité », soutenant également la démonstration de la mise en scène. Pour mémoire, je rappellerai que ces images diffusées par France 2 ont catalysé la deuxième intifada, attisé la haine dans le monde musulman. Des places portent le nom de Mohamed Al-Doura, des timbres à l'effigie de cet enfant ont été créés, et dans la vidéo, Monsieur le Président, montrant la décapitation du journaliste américain Daniel Pearl, on voit en fond les images du jeune Mohamed Al-Doura. Encore aujourd'hui, dans un livre de Pierre-André Taguieff, qui vient d'être édité aux Presses universitaires de France, est soutenue l'idée de la mise en scène sans que personne, à ce jour et à ma connaissance, n'ait encore porté plainte pour diffamation contre l'auteur. Il est temps que soit levée cette suspicion qui pèse sur France 2, suspicion qui est un poison pour l'esprit et qui, pour la circonstance, pourrait bafouer l'éthique de notre service public. Je souhaiterais donc, Monsieur le Président, que vous m'indiquiez, quand vous serez en fonction, ce que vous comptez faire pour redonner confiance et rétablir la vérité, puisque le mot confiance, c'est vous qui l'avez utilisé. Voilà. Alors, le sénateur Jean-Pierre Plancade n'a jamais reçu de réponse de France 2. Et Rémi Plinin n'a strictement rien fait pour corriger. Pour ceux que ça intéresse, donc Jean-Pierre Plancade, donc sénateur de Haute-Garonne, est candidat à la mairie de Toulouse. Il est président du groupe d'amitié France-Israël au Sénat. Et j'insiste sur une chose très importante, il n'est pas juif. Donc il n'y a pas besoin d'être juif pour défendre la vérité sur ce sujet-là. Pardon? Non, il n'est pas communiste, il est radical de gauche. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer autre chose. Média, c'est un magazine d'un monsieur qui s'appelle Robert Ménard. Vous connaissez Robert Ménard? Voilà. Robert Ménard, il a signé la pétition de Charles Anderlin contre moi, et un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit « Mais tu sais que sur l'histoire d'Anderlin, tu t'es trompé. » Et il a dit « J'aimerais bien voir ça. » Donc mon ami a monté un rendez-vous, et il m'a interrogé, il a vu les images, ça l'a rendu fou. Il m'a dit « C'est pas possible, je me suis fait avoir comme tout le monde. » Et il m'a redonné un rendez-vous et on s'est retrouvé au Lutetia. Je vous raconte cette anecdote pour que vous voyez un petit peu le degré de pression que peuvent subir les journalistes. Au Lutetia pour qu'on fasse une interview. Donc il a posé son petit enregistreur, il m'a interrogé. Et bon, je savais comme c'est un trimestriel, ça allait prendre du temps. Le lendemain, il a reçu un appel de Charles Anderlin en personne. J'ai appris que tu as interrogé Karsanti, tu n'as pas le droit d'interroger Karsanti. Alors il dit, mais de quoi tu parles? Oui, je sais, ne fais pas l'innocent. Tu étais au Lutetia hier, on t'a vu, tu as interrogé, on voyait que tu lui posais des questions. Personne n'a le droit d'interroger Karsanti. Donc Ménard, qui a un petit peu une forte tête, lui a dit écoute, tu m'emmerdes, non, laisse-moi tranquille. Anderlin a continué à le menacer, il a raccroché, et le lendemain, Ménard a continué à recevoir des menaces de tous leurs copains communs, tout un tas de journalistes qui l'ont appelé pour dire on n'a pas le droit de publier Karsanti. Ménard m'a ensuite appelé, m'a dit voilà, après toutes ces menaces, j'insiste absolument pour que vous puissiez dire tout ce que vous voulez, et donc j'ai apporté quelques exemplaires de ce magazine. Vous verrez une interview qui m'a permis de publier, de 5 pages, dans laquelle je dis absolument tout ce que je veux sur l'affaire, qui n'a pas été censuré, et en plus, qui n'a bien évidemment pas été attaqué par France 2. Alors, ça c'est, entre guillemets, ma dernière victoire, et c'est probablement la plus belle. C'est un livre d'histoire, Les défis du XXe siècle, histoire du XXe siècle, 3e année du second cycle du secondaire, c'est-à-dire les cours de terminale, puisque l'objectif quand même, comme c'est une affaire historique, c'est de gagner la bataille historique. Parce que gagner la bataille dans Le Monde, dans le Figaro demain, c'est intéressant, mais ce qui est important, c'est de savoir ce qui sera dans les livres d'histoire pour les prochaines générations. Et donc j'étais au Canada il y a un mois, et donc j'ai récupéré cet exemplaire de ce livre, pardon,
qui est donc les défis du XXe siècle, ce livre qui va sortir pour la prochaine rentrée, un exemple de faux reportage de l'affaire Al-Doura. Et alors voilà quelques extraits. À la fin du reportage, le père fait semblant d'être blessé tandis que son fils fait le mort sur le genou de celui-ci, des gestes incompatibles avec l'affirmation du journaliste selon laquelle l'enfant est mort. Alors j'ai coupé la phrase pour vous voyez, mais on menait à la découverte de la supercherie, donc vous voyez que ça prend clairement position. Et enfin, à la suite de nombreuses dénonciations de ce faux reportage, notamment par l'homme politique français Philippe Carsanti, des procès en diffamation sont intentés par France 2, certains perdus, d'autres gagnés, mais France 2, Charles Anderlin et son caméraman refuseront toujours d'admettre que ce reportage, entre guillemets, ait été une mise en scène. Et donc ça, véritablement, ce sont nos objectifs corrigés dans les livres d'histoire. Alors, là, c'est vraiment la dernière slide, c'est ma conclusion. Pourquoi faut-il gagner Al-Doura pour gagner la bataille des médias? D'abord parce que c'est sur des monuments, des timbres, des rues, dans des livres d'histoire. Cette image a tué, on l'a vu dès le lynchage dans les jours qui ont suivi l'affaire, mais jusqu'à Toulouse récemment, et continue à inciter à la haine dans le monde entier. Ça n'est pas qu'une histoire française, c'est l'accusation antisémite planétaire de notre génération, dans le monde entier. Allez n'importe où. Une fois, je peux vous donner de façon anecdotique, j'ai interrogé sur une télévision iranienne sur d'autres sujets, et dans le générique de l'émission, j'ai vu l'image du petit Mohamed. Vous voyez, ils s'en servent absolument partout pour rappeler cette image. Ça a été le catalyseur de la guerre de l'islam radical contre l'Occident en 2000. Encore une fois, regardez les journaux. Si vous avez des exemplaires du Monde, du Figaro, de Libération, de 1999-1998, vous verrez que l'islam n'était pas en éruption comme il est devenu dans ces 13 dernières années. Ça concerne la complicité de certains médias occidentaux avec nos ennemis, c'est ça qui est très important. C'est que s'il n'y a pas de Charles Anderlin, il n'y a pas l'affaire Al-Doura. C'est-à-dire que si c'est un caméraman arabe qui tourne ça à Gaza et qui l'envoie à la télévision de l'autorité palestinienne, ça ne fait pas un scoop mondial. Il faut qu'il y ait un juif, particulièrement, qui appose son tampon cachère dessus, et avec ce tampon cachère, alors à ce moment-là, vous avez une validation dans le monde entier. C'est la même chose qui s'est passé avec le rapport Goldstone. Ils ont utilisé un juif pour accuser Israël d'avoir commis des crimes de guerre à Gaza contre le Hamas. Ça concerne aussi les mensonges de certains médias, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur tous les sujets. Ils mentent, pas que sur Israël, et donc c'est très important de renverser la pression et de la mettre sur eux. Et ça concerne le bon fonctionnement de nos démocraties. Une démocratie, c'est pas uniquement voter. La démocratie, c'est une justice aussi. C'est aussi un système d'information qui fonctionne. Si vous avez un système de propagande très fort, vous pouvez faire voter les gens dans le sens que vous voulez. Et donc, c'est très très important pour une démocratie d'avoir un système d'information qui soit fiable. Voilà. Je vous remercie. Merci à tous. Je vais donc prendre toutes vos questions. Je suis prêt à écouter vos questions. Merci à tous. Monsieur, madame, monsieur. Est-ce que vous pensez que Charles Anderlin a collaboré dans la mise en scène ou qu'il a été grugé et que pour lui c'était trop tard pour le reconnaître? Alors, d'abord, je n'ai pas à penser parce que je ne peux faire que des affirmations. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que dès le lendemain, il diffusait encore une autre mise en scène que je peux vous montrer maintenant si vous voulez, qui est encore plus grotesque. Et qu'il continue comme ça. C'est un mode. Ce que vous devez comprendre, c'est que les images qui viennent de Gaza, il y a un terme qui s'appelle Pallywood, Palestinian Hollywood. Ce qui vient de Gaza et de Judée-Samarie, il faut comprendre que c'est principalement, je ne dis pas exclusivement, mais principalement des images fabriquées, fausses, et qui sont tournées par des locaux, avec pour but d'inciter à la haine contre Israël. Vous voulez que je vous montre en 2 secondes ce qu'ils ont fait le lendemain, le 1er octobre? Le jour. Attendez, je vous montre. Attendez, voilà. Regardez, donc ça c'est le 1er octobre 2000. Le lendemain, vous allez entendre la voix de Charles Anderlin, regardez bien. Dans la bande de Gaza. Donc là vous ne voyez rien. On va le revoir juste cette image, vous voyez donc des gens qui courent. Dans la bande de Gaza. On vous rappelle le baril la veille, et on voit un type qui tire dans le mur. Impossible de savoir que c'est une mise en scène. Sauf si on achète les rushs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a acquis des rushs de Reuters. Et des rushs de Reuters vous montrent l'intégralité de la scène. Donc là, on tourne dans le trou dans le mur. Le trou dans le mur, c'est là où le type va tirer à la fin. Vous voyez qu'il tire dans rien, il n'y a rien à tirer. Il tire dans un espace vide, enfin dans un mur. Donc là, ils sont en repérage.
Et là, vous allez commencer à entendre des bruits d'armes automatiques, après. Vous allez voir leur bruit de balles à blanc. Alors regardez, maintenant, allez, les metteurs en scène disent allez, maintenant on dégage. C'est rare, normalement, ce sont les militaires qui donnent des ordres. Et là, vous allez voir les bruits d'armes et vous allez voir qu'ils aiment beaucoup le jus d'orange sur les tournages. Donc les bruits d'armes, jus d'orange. Vous entendez ces bruits d'armes, c'est quand même impressionnant. Il va revenir avec son jus d'orange et il y en a un autre qui va jus d'orange, à droite encore jus d'orange. Détendu, lui il va donner des ordres, allez dégager maintenant. Voilà. Et maintenant vous allez voir des coups de fil, c'est le moment de passer des coups de fil. D'ailleurs sur la droite, il y a le téléphone. Hein. C'est pas fini, il y en a 3 qui sont au téléphone ici. Il y a 3. Lui il n'est pas encore au téléphone mais il va l'être. Il y a quelqu'un qui va s'asseoir à gauche là pour téléphoner. Voilà, là. Lui maintenant à droite, lui il est prêt à aller tirer dans le mur. Lui il sort son téléphone portable. Lui il a le coude sur le genou, il est au téléphone. À droite là. Lui il commence à composer son numéro. Il va tirer dans... Lui est au téléphone là. Lui il est toujours... Il va... Voilà. Vous voyez tout le monde est détendu là. Hop. On tire dans le mur et lui il continue à parler au téléphone. Et voilà ce que ça donne sur France 2. Dans la bande de Donc gaz. on le voit s'éloigner. On vous montre cette scène qui a strictement... Ce baril qui n'a rien à voir. Et on voit ce type qui tire dans le mur avec ce type qui est au téléphone. Donc pour répondre à votre question, je peux pas... Moi je suis pas... Je ne peux rien prouver qu'il était complice. Simplement ce que je peux dire c'est que c'est une habitude pour lui de faire de fausses scènes de guerre. Alors madame. Ah bonjour Edith. Je voyais pas. Comment tu expliques que les Israéliens ont mis 13 ans à réagir et qu'ils ont été tellement anti-te suivre? C'est-à-dire que bon, t'es bagarré, t'as été voir, et on a eu tant d'années jusqu'à ce que quelque chose sorte, tu sais qu'aujourd'hui quand ça sort, on se dit mais ça se passe. Alors, il y a plein de choses. D'abord, il faut comprendre un truc qui est très agréable à dire, c'est que Charles Anderlin est quelqu'un de très sympathique, qui a rendu beaucoup de services. Mais il faut le savoir, c'est quelqu'un qui est là depuis 40 ans et qui est ami avec beaucoup de gens, notamment avec tous les ambassadeurs qui sont passés par là, que ce soit Nissim Zvili ou Danny Sheikh. Des gens comme Jacques Attali sont beaucoup mobilisés pour défendre aussi Charles Anderlin. Donc tout un tas de gens qui avaient une certaine crédibilité. Vous imaginez, quand vous dites c'est une mise en scène et que vous avez l'ambassadeur d'Israël qui dit qu'Arsanti est fou, et Jacques Attali, qui est considéré quand même entre guillemets comme un intellectuel juif, dit qu'Arsanti est un fou, Anderlin a raison. Roger Kuckerman, que tu as bien connu, quand il a voulu s'intéresser à cette affaire, quand il était président du CRIF lors de ses 2 premiers mandats, on lui a dit non, il ne faut pas le soutenir, il est fou, c'est n'importe quoi. Dans ses mémoires, Kuckerman a écrit, président du CRIF, a dit mon plus grand regret, ça a été de ne pas avoir en tant que président du CRIF, de ne pas soutenir Arsanti dans l'affaire Al-Doura. Comme il a été réélu président du CRIF au mois de mai dernier, je suis allé le voir et je lui ai dit cher Roger, voilà ton livre. Je ne voudrais pas que tu aies des regrets pour ton prochain livre. Il m'a dit ah mais ça c'était avant. Voilà, donc aujourd'hui ce que j'ai appris c'est hier il était allé à l'Élysée pour parler de la quenelle de Dieudonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des leaders qui sont complètement à côté de la plaque. Que les gens ne comprennent pas la quenelle de Dieudonné, c'est pas ça qui va changer le monde. Ça fait basculer le monde dans la barbarie encore plus. Et on a un vrai problème de compréhension au niveau du leadership juif. L'ancien président du CRIF, l'entre-deux, Richard Prasquier, m'a soutenu de façon active avec des articles, avec des prises de position, n'a jamais été jusqu'à demander clairement à Nicolas Sarkozy, quand il était président, de faire reconnaître la vérité. Donc le problème, c'est qu'on a un problème de leadership, et on a aussi un problème du côté israélien, une inconscience totale de ce qui se passe. Toi, l'antisémitisme, tu sais ce que c'est. Un Israélien ne comprend pas l'antisémitisme. Pour lui, c'est un concept. Ils ne comprennent pas l'importance des médias. On a eu un voyage avec Richard Prasquier en 2009, quand on est allé voir, tu te souviens, quand on est allé voir Tzipi Livni. On est allé voir Tzipi Livni pendant la guerre à Gaza, plan durci. C'était en plein milieu de la guerre, et on commençait à avoir beaucoup de manipulations médiatiques. Et donc on la rencontre, et moi je dis, à l'époque j'avais gagné le procès, je dis Madame Livni, voilà, vous êtes en train de vous faire rouler dans la farine par les médias, qui vous font passer pour des barbares. Or, vous avez la possibilité de montrer que ces gens-là sont des menteurs, en utilisant l'affaire Al-Doura, qui est la preuve
que ces gens-là font des mises en scène. Et Livni m'a répondu, on n'en a rien à faire, les médias, ça n'a aucune importance. Résultat, 6 mois plus tard, elle a voulu atterrir à Londres avec un avion, elle n'a pas pu atterrir parce qu'on lui a dit, compte tenu des lois qui sont passées en Angleterre, tu risques de te faire arrêter à la descente de l'avion. Donc, ça a été très long, on l'a obtenu finalement en mai dernier, ça a été un travail énorme, très souvent retourné de nombreuses fois en Israël pour leur expliquer l'importance d'abord de la prise de conscience du fait que c'était une mise en scène. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que normalement, moi je ne devrais même pas entrer dans cette histoire. Nahum Shahaf, en octobre 2000, on est un mois, même pas un mois après les faits, il sait que c'est une mise en scène et il le démontre. Mais personne ne veut l'entendre. À l'époque aussi, il faut comprendre que Ehud Barak prétendait avoir un partenaire pour la paix, Yasser Arafat, qui ne voulait pas énerver son petit camarade. Et puis il y a tout un tas de réseaux. Les réseaux francophones de Jérusalem sont incroyables. Je vais faire un petit truc provocateur pour notre président de la communauté. Mais on a un ancien rabbin de la synagogue qui s'appelle Monsieur Blum, qui a un fils qui est correspondant de l'AFP à Jérusalem. Ce correspondant de l'AFP à Jérusalem continue partout à défendre Anderlin contre moi, en disant qu'Anderlin a certainement commis des erreurs où il n'aurait pas dû dire comme ça, mais qu'en tout cas moi je dis n'importe quoi et que c'est une et que Anderlin reste son ami et tout ça. Je peux vous montrer aussi, si ça vous intéresse, les déclarations d'Igal Palmore, qui a été porte-parole en France et qui est maintenant porte-parole au ministère des Affaires étrangères. Je crois que je les ai là. Voilà. Donc ça c'est, désolé c'est une déclaration en anglais. Karsanti est une personne privée. Personne ne lui a demandé au gouvernement israélien de s'occuper de cette bataille contre France 2. Il a été poursuivi par une cour de justice, en cour de justice par une plainte de la télévision française. Je ne vois pas où le gouvernement israélien aurait à se mêler de cette histoire-là. Le gouvernement israélien n'a pas de position officielle sur ce qui s'est passé le 30 septembre 2000 à Nézarim et voit cette affaire comme une affaire interne française. Enfin, c'est pas fini. Le travail de Karsanti est contre-productif. Et alors, vous me dites, mais ça date de quand ça? C'est Igal Palmore, ça date de mai 2008, une fois que j'ai gagné mon procès. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai gagné mon procès, que la France 2 et Anderlin ont vraiment la tête dans le sable, il faut qu'il y ait Igal Palmore qui vienne pour les relever et leur permettre de... Alors que c'était incroyable, normalement c'était à ce moment-là qu'Israël aurait dû taper et dire voilà c'est une mise en scène. Non, il a encore des réseaux, il a encore des amis et Igal Palmore continue à soutenir Anderlin tant qu'il peut. Voilà, je suis désolé pour cette réponse longue, mais c'est une question importante. Oui Henri. Oui, une question, quel rapport actuel avec Pierre Péan? Pierre Péan. Alors, je vais te dire, je n'en ai pas, et je vais t'expliquer l'histoire. Pierre Péan, c'est lui qu'on voit en première page du magazine là, c'est lui qui avait écrit La face cachée du monde. Il avait écrit ce livre avec Philippe Cohen, qui était un type formidable, qui me soutenait lui aussi, qui est décédé il y a 2 mois. Et Philippe Cohen m'a dit, à l'époque, dans sa face cachée du monde, qui est un livre, je sais pas, qui fait peut-être 600 ou 800 pages, un gros pavé, que comme Pierre Péan est tellement hostile à Israël, ils n'ont pas pu parler de la déformation de ce que faisait le monde contre Israël à l'époque. Donc ils n'ont pas pu en parler. Mais donc ça ne peut pas être un allié. Oui. Au vu de tout ce qu'on a vu, au vu du fait que cette affaire fait 12 ans, que les preuves, la manière dont vous présentez, sont irrévocables, il apparaît clair qu'on manifeste un désintérêt à faire sortir la vérité dans les milieux officiels. Alors la question que je me pose, c'est que c'est vous qui êtes accusé. Pourquoi, ne serait-ce que sur le deuxième reportage, ne pas porter plainte en diffamation contre Antenne 2 sur le fait qu'ils présentent à des gens qui payent la redevance, qui financent même des télévisions, notamment là-bas, avec les deniers des citoyens, pourquoi ne pas passer à l'offensive? Si sur la défensive on prend des buts, peut-être qu'en contre-attaquant ils auront peur. En droit, il faut ce qu'on appelle l'intérêt à agir. C'est-à-dire que par exemple, si Marilyn me donne une gifle, il n'y a que moi qui ai le droit de l'attaquer. Vous n'avez pas le droit de l'attaquer pour violence. Moi, je n'ai pas d'intérêt à agir dans cette affaire-là. C'est l'État d'Israël contre France 2. France 2, l'État d'Israël a laissé passer le temps qu'il fallait. Et même le CSA a refusé de s'en occuper. Je peux vous donner une autre anecdote sur le CSA. Moi, j'ai saisi le CSA en 2004,
à la demande de Dominique Baudis, qui était président du CSA. Je le saisis, il me dit saisissez-moi officiellement, je le saisis, ça traîne, je commence à m'impatienter, j'ai ensuite une conversation téléphonique avec son directeur de cabinet qui s'appelle Camille Pascal. Après je vous dirai qui est devenu Camille Pascal. Et ce directeur de cabinet m'accuse d'appartenir au service secret israélien. Et donc il se trouve que le type était tellement agressif au téléphone, comme tout bon agent, j'ai enregistré la conversation. Donc j'ai mis cette conversation, elle est sur Internet, tout le monde l'a sur Internet. Ce type-là ensuite, quand il a quitté le CSA, il est devenu secrétaire général de France Télévisions. D'accord ? À ce poste-là, il était là pour bloquer toutes les évolutions favorables au référendum. Ensuite, il a été nommé conseiller à l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, ça a été une de ses plumes, et c'était son conseiller l'audiovisuel. Et c'est donc lui qui a fait tout le sabotage aussi dans l'entourage de Nicolas Sarkozy pour empêcher que cette affaire ne sorte du bon côté. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, sur ce dossier-là, c'est une décision qui ne pourra pas être juridique, c'est une décision politique. Regardez, ça fait 9 ans qu'on est en procès. Il ne faut pas repartir sur 9 ans. Là, aujourd'hui, on sait que du côté de Sarkozy, c'est perdu. Il est du mauvais côté de l'affaire sur cette histoire. Aujourd'hui, moi j'ai déjà eu 2 rendez-vous à l'Élysée avec le nouvel président, pas avec le président, mais avec ses conseillers. Ça prend énormément de temps aussi. On peut espérer, tout est possible. Je dis, tout est possible. Et on ne sait pas d'où viendra la révélation de la vérité, mais on sait qu'elle viendra un jour. Parce qu'on sait qu'on a la vérité dans la poche. Et chaque jour qui passe, on gagne des soutiens. C'est compliqué, je ne sais pas. C'est très difficile. Je ne sais pas comment on gagnera, mais je sais qu'on gagnera. Je peux rajouter une question. Oui. Parce que je me rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait un noir américain, boxeur, qui a été condamné à mort par erreur de la justice américaine. Et il y a un chanteur qui s'est occupé de son cas la veille, quelques semaines avant sa condamnation à mort. Peut-être que si la justice n'y fait rien, peut-être que d'autres milieux, comme les milieux artistiques, peuvent se mettre à faire un tube, une chanson à l'américain. Alors, ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé là-dessus, c'est d'abord. Une très belle chanson sur. Si vous voulez, je vais essayer d'écrire les paroles. Avec plaisir. Il y a déjà quelqu'un qui s'y est collé. Ça n'a pas très bien marché, mais parce que la chanson n'était pas super. Mais bon, mais si vous y allez, allez-y. Il y a un documentaire allemand qui est sorti en 2009, diffusé par la télévision publique allemande. La France l'a refusé. Il a été diffusé en Suisse et il a été diffusé en Israël. Mais ça a été en Israël, pour vous rendre compte, ce documentaire qui soutenait le fait que c'était une scène, il a fallu que je me batte personnellement en faire du lobbying auprès de ces chaînes télé pour qu'elles acceptent de le diffuser. Pour vous dire à quel point il est encore puissant, le monsieur Anderlin là-bas. Et nous, on travaille actuellement en France et aux États-Unis sur la réalisation d'un long métrage, sur un film de fiction pour raconter l'histoire. Voilà. On essaye tous les moyens. On essaye tous les moyens, mais à un moment, il y aura un déclic, on ne sait pas d'où il y aura. Oui, Madame la Présidente. Oui, je ne suis pas présidente. La directrice, Lise. Juste un détail que tu n'as pas dit, mais qui je trouve a son importance aussi. À l'époque, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, ils essayent de créer la télévision palestinienne. Et donc, création de la télévision palestinienne qui leur fournit les caméras, les caméramans, l'assistance technique et la totalité de leurs trucs. France 2, comme par hasard. Et qui est le principal truc? Le caméraman dont Philippe a parlé toute la soirée et le formateur Charles Anderlin. Et France 2 met un paquet d'argent de nos impôts, parce que je vous rappelle que c'est la chaîne publique, n'est-ce pas, dans la création de la télévision palestinienne. Et à l'époque, moi j'étais journaliste à Actualité Juive, et donc on nous invite à venir visiter très fièrement, puisque nous sommes en France, les débuts de la télévision palestinienne. Et là, qui est là du début jusqu'à la fin? Anderlin et ses caméramans, qui donc commencent à former des gens pour la télé de l'autorité palestinienne, à faire exactement ce que Philippe nous a montré toute la soirée, pour en diffuser de plus en plus, et c'est une tonne d'images qu'on a retrouvées après sur des chaînes comme Al Jazeera et compagnie. Ok, alors tu sais pourquoi je ne pouvais pas le dire ça? Mais... Parce que je ne le savais pas en entier. Ouais. Parce que tu m'as appris des choses là, tu vois, donc je savais qu'ils avaient été impliqués, mais je ne savais pas que c'était allé si loin. C'était énorme. Et je ne savais pas qu'Anderlin. Mais c'est considérable. Voilà, il n'y a rien à dire. Mais est-ce qu'il ne faut pas passer par les écoles de cinéma justement pour montrer les supercheries? Les écoles de journalisme. Alors moi j'ai une autre idée. Alors je vais vous dire, je vais juste répondre à une question. Attends, une seconde. Mais je vais juste vous dire un truc. Moi je vais vous dire, je fais un tout petit peu de politique ici à Neuilly, mais j'avais d'autres ambitions pour faire un peu plus haut. Et moi je pense qu'il y a un truc à faire politiquement en France. Et je vous le dis. Aujourd'hui, nos enfants, on leur apprend à lire, à écrire, à compter. On ne leur apprend pas à regarder des images. Or, la principale source d'information aujourd'hui des enfants, ce sont les images. Donc, ils prennent des images dans la gueule en permanence de tout, surtout,
de tous les côtés, et personne ne leur apprend à les décrypter et à avoir un regard critique. Je peux vous dire, ce qui est assez impressionnant, c'est quand je fais ces présentations, je le fais beaucoup dans les écoles. Je le fais dans les écoles, à Montréal, je l'ai fait pour les classes de terminale et de première, je le fais aussi dans les universités. Mais les écoles, c'est encore mieux parce qu'ils ne sont pas politisés, ils sont vraiment purs. Et vous avez des gamins qui disent, mais c'est totalement débile ton truc. Et on peut, moi avec mon jeu, je sais comment on peut tirer une cible, et quand je me mets très loin, je sais où j'arrive à tirer. Donc, voilà, et c'est très important. Je crois que les enfants, c'est vraiment l'objectif de travailler sur les générations futures. Oui, Michel. Le personnage en Berlin, est-ce que tu sais nous dire à quelle époque et quel événement a fait que cet abominable personnage est tellement pris, fait des causes en faveur de la cause palestinienne? Comment c'est possible que... Alors, d'abord, je tiens à te dire une chose. C'est un type qui est parti en France, il a raté médecine. C'est vraiment, ceux qui ont une mauvaise note en médecine nous ont causé un gros problème. Donc il a raté médecine en France en 68, je crois. Il est parti en 69 en Israël. Et donc il est devenu comme ça journaliste. Tu sais, l'histoire, c'est qu'en fin de compte, avec le temps, il s'est construit un personnage et il est devenu la voix du Proche-Orient en France. Et je l'ai vécu. Et après, je veux dire, il s'est accordé, à mon avis, au discours qu'on lui demandait de tenir. Puis c'est facile, tu sais, regarde la gratification. Regarde, un an après avoir perdu ce procès avec l'arrêt de la Cour d'appel, envoyez-moi un email si ça vous intéresse, je vous l'envoie par mail. L'arrêt de la Cour d'appel, il est phénoménal. Un an après, il reçoit la Légion d'honneur. Normalement, ce type, il aurait dû être banni de la télévision. Ce type-là, non, donc, mais qui l'a proposé dans la Légion d'honneur? C'est ça ce que j'ai jamais compris. Alors, ça lui a été remis par le ministère. Alors, ça qui est intéressant, par le ministère des Affaires étrangères. Non, le ministère des Affaires étrangères. Et alors, je peux vous raconter une anecdote. Vous savez, tous les ans, on a plein d'inaugurations, de commémorations. Et j'ai été invité à une commémoration à la synagogue de la Victoire pour commémorer les 6 millions de morts de la Shoah. Et alors, dans ces cas-là, le maire de Neuilly a sa place, mais les adjoints n'ont pas leur place. Donc le jeu, c'est de savoir où on va se mettre. Donc on se fout dans le public, où on regarde et on se dit qui ne viendra pas. Alors je regarde qui ne viendra, je dis tiens, lui il ne viendra pas, c'est le ministre de la Défense, je crois que c'était Hervé Morin, je dis tiens, je vais prendre le fauteuil d'Hervé Morin, de toute façon il ne viendra pas. Je prends sa place et je m'installe. Et grâce à ça, je me retrouve assis aux côtés du directeur de cabinet de Bernard Kouchner. Bernard Kouchner qui était c'est son ministère qui avait fait remettre donc la Légion d'honneur à Charles Anderlin. Et donc je parle et je lui dis, je commence à l'entreprendre gentiment, je dis bravo de venir commémorer le Shoah. C'est tout à fait normal, très bien. Je dis mais c'est bizarre quand même de commémorer le Shoah et que votre ministère soit à l'origine, est à l'origine de la remise de la Légion d'honneur à Charles Anderlin, journaliste de France 2. Et là le type du Quai d'Orsay me regarde et me répond, Claire, il me dit mais enfin écoutez, ça fait 25 ans qu'il travaille pour nous. Pour nous. Voilà, ça fait 25 ans qu'il travaille pour le Guerre. Moi, je croyais qu'il était journaliste, non, il fait partie de la... Et même l'AFP, j'entends que même les gens de l'AFP Beyrouth font office des fois d'ambassadeurs. Oui, c'est une image que je veux dire. Ils font office d'ambassadeur. C'est-à-dire qu'ils représentent, ils diffusent. Il n'a même pas eu de mairie, il est passé directement en honneur. Il a des automobiles, des règles même. Enfin, vous savez, sous la présidence précédente, les légions d'honneur ont été accordées de façon assez... Et ça continue. Oui, alors, oui. Monsieur? Est-ce qu'avec toute cette affaire qui a été défendue, et on voit très bien que petit à petit, la vérité fait son chemin, est-ce que ça ne pourrait pas porter préjudice sur tous ces manuels scolaires palestiniens qui diffusent toujours des mensonges? Est-ce qu'il n'y a pas une répercussion qui peut se faire par cette affaire? C'est l'objectif. L'objectif, c'est de continuer à faire ce travail de diffuser de la vérité. Parce que vous savez, aux États-Unis, c'est très largement connu le fait que c'est une vérité. Vraiment, dans le monde entier, je suis vraiment allé partout. Je suis allé en Afrique du Sud, en Inde, partout. Dans beaucoup de médias, les gens ont compris que c'était une mise en scène. Je dirais que la France, à ce sujet-là, c'est une petite Corée du Nord où l'information, la vérité ne rentre pas. Donc on travaille, et les manuels scolaires palestiniens, c'est pas mon objectif immédiat, mais peut-être dans 10 ans. Pardon, excuse-moi, alors je prends à droite et après. Oui. Explication, est-ce que c'est vraiment son fils? Est-ce que c'est vraiment son papa? Est-ce qu'il y a une histoire collabore de l'existence de cet enfant dans cette famille et chez lui en particulier? Est-ce qu'il y a une histoire? Alors, c'est compliqué de savoir ça, parce que d'abord, c'est Hamasland, hein, on parle pas de... c'est pas la Suisse. La seule chose que je te dis, c'est que
Tu vois, même si aujourd'hui je t'amène Mohamed et il a 25 ans, donc 12 plus 13, 25 ans, bonjour, je suis Mohamed, ça fait 13 ans que je vis à Paris parce que c'était trop dangereux pour moi à Gaza. On ne me croira pas. Puisqu'à partir du moment où ces gens-là ont la foi qu'Israël tue des enfants, puisque après 15 balles d'armes de guerre, il n'y a pas une goutte de sang. Oui, non, d'accord, mais ça c'était en 92 et 94, mais maintenant... Oui, mais maintenant... Mais peu importe, puisque moi j'ai demandé plusieurs fois aux Israéliens est-ce qu'on peut le localiser, ils m'ont dit oublie cette piste, ça n'a aucune possibilité, on n'a pas de possibilité d'envoyer des moyens là-dessus. Et aujourd'hui, même si on a amené un garçon qui disait voilà je m'appelle Mohamed, j'ai 25 ans, et c'est moi qui ai tourné la scène, même si on fait une comparaison biométrique qui prouverait que c'était le même visage, ils refuseraient, puisqu'on leur montre, je te promets, la comparaison biométrique, elle est phénoménale. Tu vois le gamin qui est soi-disant mort et le gamin qui est mort, le vrai, celui qu'on voit à la mort, ce sont deux visages totalement différents. La forme des lèvres, la forme des sourcils, la forme... Tout est différent. C'est ce qu'on a vu ici. Est-ce que les tribunaux l'ont vu de la même façon? Bien sûr. Et ça se voit. Mais oui, mais là, ma condamnation en 2013, elle est très intéressante. Elle ne dit pas que j'ai tort. Elle dit qu'Arsanti, quand il a publié en 2004, ne pouvait pas savoir qu'il avait raison. Il pouvait pas, en gros, on m'accuse ou bien d'être un médium, un visionnaire, un voyant. Mais c'est ça l'accusation. Je ne pouvais pas savoir en 2004, quand j'ai publié et j'ai dit que c'était une mise en scène, que c'était une mise en scène. Il faut comprendre, là c'est une vraie décision politique qui doit être prise au sommet de l'État. C'est pour ça c'est un vrai travail qui passe un cran au-dessus des médias. Oui, alors il y avait une question. Pardon. Oui, après. Ça devait être par Sarkozy, ce sera pas. Et ça ne veut pas dire que François Hollande va aller aux 20h pour dire voilà c'est une zone. Mais c'est François Hollande qui doit avoir compris et son entourage qui doit avoir compris ce qu'il y a et qui doit dire maintenant, ok, ce truc-là a assez duré, vous corrigez. Il y en a encore pour combien de temps en Berlin, déjà, il a 68 ans actuellement. Il a 68 ans et déjà vous noterez une chose que quand François Hollande était en Israël au mois de novembre, il n'est pas du tout apparu à l'écran. Il apparaît de temps en temps encore sur des sujets, mais il ne faisait pas partie de la couverture officielle de François Hollande. Oui, alors, attends, je vais prendre des questions. Deux garçons dans le salle, on dirait. So what? Vous savez, il y a beaucoup de gens, même les gens qui travaillent chez B'Tselem en Israël, ont leurs enfants qui font de salle. Je veux dire, ça ne veut strictement rien dire. Même Anderlin est juif, hein, je vous le rappelle. Bien sûr. Et ils sont gradés. Oui. Vous qui vous vendez souvent aux États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas eu un lobby américain avec des moyens pour faire quelque chose, non pas contre Israël, mais contre la télévision, contre France 2? Parce que les lobbies américains, ils ont une puissance planétaire et... Alors le vrai problème auquel je me suis heurté, c'est le refus d'Israël de s'en mêler. C'est-à-dire que les lobbies américains sont très légitimes. C'est-à-dire que si les Israéliens ne disent pas que j'ai raison, alors j'ai pas raison. Et d'ailleurs, vous notez que j'ai le soutien israélien en mai 2013. J'ai le premier lobby américain qui tombe en faveur en juin 2013. Et vous voyez, donc c'est un travail de long terme. Donc ça bouge, ça évolue favorablement. Maintenant, je dirais que j'ai les portes qui sont ouvertes. Oui. Attends, excuse-moi, il y avait d'abord. Oui, ce soir, vous m'avez appris que CNN avait refusé les premières images en disant non, c'est faux. Mais ils n'ont rien dit par la suite quand on va... Non. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le type qui était chez CNN s'appelle Mike Hanna. Mike Hanna, c'était quelqu'un qui était particulièrement anti-israélien quand il travaillais chez CNN. Et lui, simplement, il ne l'a pas fait pour des raisons idéologiques. Il a dit, attends, on va se faire gauler, c'est ridicule. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Enfin, je peux imaginer ce qu'il dit. Sauf qu'ensuite, ce monsieur, maintenant, il est devenu le patron de Al Jazeera. Et donc, ce monsieur... Et alors, comment j'ai eu cette information? Elle est très intéressante. Cette information, elle m'est venue par une femme qui est une grande amie de Charles Anderlin, qui l'a publié dans un livre. Un livre qui s'appelle Ton rêve et mon cauchemar d'Elisabeth Chemla, qui a été un des plus grands soutiens de Charles Anderlin en France, qui nous a causé un tort phénoménal en soutenant Anderlin. Et c'est elle qui raconte dans son livre comment CNN, ensuite il y a eu des bagarres à l'intérieur, comment certains journalistes étaient furieux de ne pas avoir pu diffuser le scoop avant France 2. Voilà. Alors, non, là c'est en cassation maintenant. Ils ont mis 4 ans la dernière fois, donc là on se donne rendez-vous en 2017-2018. Pourquoi le chirurgien a mis tant de temps avant de s'exprimer?
savoir Anderlin envers son peuple qui a fait beaucoup de mal, je crois, si je me souviens bien, c'était le jour de Rosh Hashanah. Mais oui. Oui, c'était le jour de Rosh Hashanah. Donc, c'est pas hasard. D'accord. Alors, oui, c'était le jour de Rosh Hashanah. Pour ce qui concerne cette première question, c'était sur le chirurgien, parce que d'abord, le chirurgien, il opère 5 personnes par jour à l'hôpital Tel HaShomer pendant 20 ans, donc il s'en souvenait pas de Mohamed d'avoir et c'est un jour quelqu'un de la Metula News Agency qui est allé le voir et qui lui a dit tiens, on a retrouvé le dossier médical du père et c'est toi qui l'as soigné, et c'est comme ça qu'il s'en est souvenu. Donc il est rentré très tard. Ses premières déclarations, vraiment, il les a faites une fois que j'avais gagné mon premier procès. C'est-à-dire combien d'années après les faits? 8 ans après les faits. Oui, Marilyn. Pourquoi les Israéliens refusaient de soutenir? D'abord, c'est pas moi qu'il fallait soutenir, c'était Nachum Schaaf, le vrai chercheur, qui a tout découvert, parce qu'ils n'ont pas compris, et puis Anderlin est très puissant. Je pense que qui n'a pas fréquenté, encore une fois, qui a rencontré Michael Bloom, qui porte une kippa et qui vit en Judée et Samarie et qui défend Anderlin, si vous ne l'avez pas rencontré, vous ne pouvez pas comprendre. Ce type-là, Anderlin, a ses réseaux d'amitié qui le soutiennent partout. Il a une puissance phénoménale là-bas, et en France aussi. En France, moi, vous connaissez André Berkoff? Oui. André Berkoff, c'est un type qui m'a toujours soutenu. Et André, il m'a dit, tu ne comprends pas un truc sur Anderlin, c'est que c'est le tour opérateur du Proche-Orient. Ça veut dire que pendant 30 ans, toute personne qui débarquait à Jérusalem, qui avait besoin de rencontrer Sharon, Rabin, n'importe qui, on appelait Anderlin, il avait son 06 ou son 054, pour parler d'Israël, il savait les joindre, il connaissait tout le monde, et il connaît tout le monde, et il rendait des services, c'est tout. Donc il a un vrai réseau. Ensuite, ils n'ont pas conscience, et c'est vraiment un truc pour nous, Français, c'est difficile de se rendre compte à quel point pour eux l'image qu'ils projettent n'est pas importante. Mais on voit bien à quel point l'image d'Israël est détestable dans le monde et c'est un désastre. Et regardez une chose incroyable, parce que Daniel Pipes, le monsieur du Middle East Forum, un jour quand on faisait une conférence ensemble aux États-Unis, a conclu et a dit qui aurait pu imaginer en 1945 que 68 ans plus tard, l'État d'Israël aurait la plus forte armée du monde et que les Arabes auraient les meilleurs communicants du monde. C'est incroyable et c'est pourtant vrai. Oui. Bien sûr, Clément Vérénal m'a soutenu. Il a même eu un procès. C'est le père qui a attaqué Clément Vérénal en diffamation et Clément Vérénal finalement a gagné. Bon, le père, bien évidemment, pour un article publié dans Actualité Juive. Bien évidemment, le père ne disait pas Actualité Juive, pas le français, mais c'était un article dans lequel il faisait une interview. Et en fin de compte, Clément Vérénal a un frère jumeau qui est identique, qui s'appelle Guillaume Vérénal, il ne faut pas se tromper, et qui est totalement au-delà de pro-palestinien, qui écrit dans Ouma.com et qui est un antisioniste virulent. Voilà. J'ai demandé la dernière fois quand on a fait le truc. Oui. Attendez, si vous êtes pressé d'arrêter, je vais prendre 5 dernières questions et on va... Et la sœur, c'était l'avocate. Qui est visé par ricochet dans cette histoire. Parce que là, vous parlez d'Israël, moi je me rappelle très bien, c'est le jour de Rosh Hashanah, moi c'est échappe, après la mission grave, je regarde sur Internet, et j'apprends qu'il y a eu des événements, j'étais au courant de rien. 2 jours après, sur TF1, je vois un micro-trottoir qui est, parce qu'il y a eu, je sais pas, il y a eu peut-être une centaine d'actes antisémites, dans un des endroits où il y a eu un acte antisémite, c'est dans une grande banlieue où il n'y a même pas de communauté juive. Enfin bref. Et le gars, ils interrogent un arabe, il dit « Ah, s'il commence à tuer nos enfants, je vous assure, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. » Bien sûr. Je l'ai su, l'affaire Al-Noura, que peut-être 3 semaines après, en regardant la fameuse bande, etc., avec le gosse qui était... Mais sur le moment, c'est qu'on peut trouver des éléments... Bien sûr. Mais la réponse... que l'antisémitisme... Donc, quelque part, pourquoi chercher Israël? Mais la réponse à cette question, elle est à Roger Kuckerman qui hier va à l'Elysée pour parler de la quenelle, c'est tout. Quand on a un président du CRIF qui va pour parler de la quenelle et qu'on a un président du consistoire qui va rencontrer le Premier ministre pour se faire mousser et qui ne fait rien et qui ne bouge pas et qui reçoit François... On a des dirigeants communautaires qui sont actuellement vraiment totalement hors sujet. Ils ne comprennent pas. Moi, aujourd'hui, c'est très bien d'aller se battre sur la cache-route, c'est très bien d'aller se battre sur la circoncision, mais il y a des sujets extrêmement graves comme ça qui sont historiques. Et aller parler de la quenelle, pour moi, je me dis qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de leadership. Oui. Attends, je vais prendre des questions des gens qui n'ont pas posé, et puis après je reviendrai à toi.
aussi extrapoler, parce que finalement les médias restent toujours le centre de la, disons, de la guerre contre les Juifs, et qu'en ce moment on voit bien que ça se déchaîne, ne serait-ce qu'à travers Frédéric Aziza, qu'on veut démonter, mais là il y a aussi peut-être des données, mais il y en a d'autres. Vous voyez, Frédéric Aziza que vous venez de citer, lui soutient Anderna. Oui, mais maintenant c'est le retour du bateau. Mais bien évidemment. Mais de toute façon, vous croyez que les Juifs qui ont collaboré, ils ont pas été... Non, ils ont été aussi attrapés à un autre moment, peut-être un peu plus tard. Mais Frédéric Aziza fait partie des gens qui ne me diront jamais bonjour parce qu'ils soutiennent Anderna. Voilà. Non mais je veux dire, c'est ça. Et après, ces gens-là viennent dire, oh là là, je reçois des menaces antisémites. Mais ces gens-là ne font rien. Donc ça leur revient. Moi, je dois dire que la radio, et je vais vous dire un truc, et je tiens à féliciter, la radio qui a fait le plus beau virage en faveur de la vérité, c'est Radio Shalom. Radio Shalom, je ne sais pas si vous avez écouté, c'est... Comment ? Vous m'insultez, mais c'était tous les soirs, c'était du Karsanti hors 1. Et un jour j'ai pris mon téléphone et j'entendais, je crois que c'est mon père qui m'avait appelé et dit, tiens, tu te fais encore un studio ? Je vais téléphoner, on ne sait jamais. Oui, bonjour, c'est Philippe Karsanti, j'aimerais bien répondre aux quelques propos. Et donc ils m'ont laissé parler, ils n'ont pas voulu répondre à mes questions. Et quelques mois plus tard, j'ai recontacté les gens de Rachel. Je leur ai dit, on pourrait peut-être se rencontrer et se parler et vous compreniez que je ne suis pas le fou. Et ça a marché, tout s'est bien passé. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est ça qui est remarquable, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de faire un virage. Et le drame, c'est qu'il y a plein de gens qui refusent de faire ce virage. Voilà. Des gens comme Attali qui ont causé un tort fou. Vous savez qu'en 2004, Denis Jambard devait publier un dossier de 10 pages dans l'Express sur l'affaire Al-Doura, avec Luc Rosenzweig, qui devait révéler que c'était une mise en scène. Attali a fait pression sur Denis Jambard, l'article n'est jamais sorti. Voilà. Alors, oui, monsieur, oui. Simplement, la semaine dernière, nous avons eu la visite de Naomi Ragen, qui est venue nous présenter son dernier livre, Le Serment, et qui a fait d'aparté sur les médias américains, qui nous a dit réellement que les médias américains n'étaient pas spécialement pro-israéliens, au contraire. C'était plutôt... Oui, tout à fait. Alors, dans le pire, alors, comparativement à la France, il faut quand même relativiser, c'est quand même très respirable. Vous passez une semaine en France, passez une semaine aux États-Unis, il n'y a pas photo. Mais si vous lisez le New York Times, et particulièrement les auteurs juifs du New York Times, comme Tom Friedman, c'est vraiment à vomir. Mais quand je dis à vomir, c'est vraiment quelque chose d'insupportable. C'est-à-dire que là, par exemple, quand il y a eu le pseudo-accord à Genève sur l'Iran, avec l'Iran et les 5 groupes, 5 pays du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne, soi-disant le grand accord qui a porté la paix, qui est au-delà de Munich, qui est vraiment un désastre absolu pour la démilitarisation de l'Iran. Eh bien, Tom Friedman a écrit un article dans le New York Times pour expliquer à quel point le lobby juif était dangereux pour les États-Unis, qu'il faisait pression et qu'il fallait vraiment arrêter cette influence juive et israélienne sur les États-Unis, sur la politique israélienne, sur la politique américaine, et c'était le danger pour les États-Unis. Voilà, en gros. Donc, oui, comme toujours, il y a des dangers, mais aux États-Unis, il y a quand même des médias exceptionnellement, je ne dis pas favorables à Israël, je dis simplement factuels. Vous savez, comme je vais être un peu provocateur pour nos amis qui sont un peu à gauche ici, mais je vais vous dire un truc. Les faits sont pro-israéliens et de droite. Désolé. Vous avez compris ce que je veux dire? Les faits donnent raison à la droite, souvent, et je ne parle pas de la droite, et les faits donnent raison à Israël. Je veux dire, quand on regarde les choses, c'est évident. Je veux dire, regardez le désastre de toutes ces utopies où on va faire la paix avec nos petits camarades et on va leur donner des armes. Parce que n'oubliez pas que toutes les armes qu'a reçues Arafat et ses camarades, ça a été dans le cadre d'accords avec Israël qui leur ont livré des armes par tonnes. Oui, alors madame. Oui, bonsoir. Vous évoquez Al Jazeera. Est-ce que l'affaire a été relayée par Al Jazeera? Oui, il y a eu des documents, mais ils m'ont déjà interrogé de façon assez... Étonnamment, ils sont assez... ils sont moins tordus que les Français. C'est-à-dire que les Français, ils ne me laissent pas parler. C'est clair et net. Al Jazeera, il me donne la parole, mais il dit de toute façon, le mec est tellement taré que de toute façon, les faits parlent d'eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Al Jazeera, il montre l'image du gamin qui lève le coude et il dit regardez l'agonie de l'enfant, même ça ne lui fait pas pleurer. Quoi. Non, moi, c'est pas une agonie de l'enfant. Voilà. Donc oui, Al Jazeera, on peut encore leur parler, mais bon, ce sera une autre étape à les transformer. Oui, en fait. Après toi. Oui, en fait.
pourquoi, suite à la publication du rapport par le gouvernement israélien, il y avait eu le retrait plus récent de la carte de presse de Jean-Pierre. Si les faits sont avérés par le gouvernement, pourquoi, la question Raphaël, c'est pourquoi le gouvernement israélien n'a pas retiré la carte de presse à Sharon Erlin? Alors c'est une bonne question, mais c'est pas une bonne question, je vais dire pourquoi. D'abord, la première chose, il y en a qui ont dit pourquoi on ne lui retire pas la citoyenneté. Non, il y a plein de citoyens israéliens qui sont antisionistes, ça c'est le premier point. Deuxième point, si on devait retirer la carte de presse à tous les journalistes qui diffusent de fausses informations, mais il n'y a plus de journalistes en France, il n'y a plus de journalistes en Israël, il n'y a plus de journalistes nulle part. Il y a un groupe américain, israélo-américain, qui a essayé de faire retirer la carte de presse à Sharon Erlin il y a quelques années. La Cour suprême a décidé qu'il fallait lui laisser sa carte de presse. Et c'est logique, je veux dire, c'est une démocratie ouverte, et c'est notre désavantage des démocraties ouvertes, où les terroristes prennent avantage de nos faiblesses et en tirent avantage. Mais ça reste une... Oui, mais parce que la vraie sanction aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, le vrai pouvoir n'est pas aux politiques, mais il est chez les journalistes. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe chez certains dirigeants israéliens, on voit bien qu'ils obéissent plus à certains médias comme Haaretz ou d'autres sur la pression qu'ils leur mettent qu'à l'opinion publique réelle, parce qu'ils ont peur des médias. Ce sont les médias qui sont là-bas. Oui, Henri. Non, pas, enfin, il travaillait pour Antenne 2. Mais par qui? Alors, il y a autre chose aussi, ce qu'il faut aussi comprendre. Alors, une des raisons, parce que maintenant je vais aller plus loin dans les raisons aussi pour lesquelles les Israéliens n'ont pas bougé, c'est qu'il faut comprendre que Talal Abu Rahma et Sharon Erlin, pour avoir fait ce reportage, on a fait des personnes totalement intouchables du côté arabe. Ils sont vraiment parfaitement... ils ont leurs entrées partout. Beaucoup de gens pensent que ces gens-là ont beaucoup servi les services Shin Bet israéliens. J'en veux pour preuve que 2 des derniers dirigeants du Shin Bet ont toujours pris position en faveur de Sharon Erlin. On peut penser qu'il a traité avec eux. Oui, Henri. Et après, je viens à vous. Dans un premier temps, je voulais d'abord rendre hommage à ce courage. Ce travail, Il n'y a pas beaucoup d'hommes de la France qui aient le courage de mener un combat titanesque seul contre les puissances générées. On ne peut que être émerveillé devant une telle application et devant une telle. Ceci dit, j'ai un problème d'audition, peut-être de compréhension. Donc il y a une question qui est traduite. Tu as fait une enquête très poussée, très détaillée. J'ai bien compris, donc, le reportage de Sharon Erlin est un montage. Alors moi, je pose la question, qu'est devenu ce petit garçon de Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est pas mort? Est-ce que dans ton enquête, on a essayé de retrouver sa trace? Alors, je vais répondre à cette question en te répondant à une autre question. Non, mais c'est une bonne question, mais je vais te répondre à autre chose. C'est que le chauffeur de taxi ce matin j'étais à Lyon, le chauffeur de taxi qui m'a amené à la gare de Lyon, à la gare de Lyon-Perrache, il était vivant quand il m'a déposé. Je ne sais pas s'il est vivant maintenant. Ce que je veux te dire par là, c'est que je peux prouver que l'enfant est vivant à la fin du reportage et que tout est bidonné. Ce qui est arrivé derrière, je ne peux pas le prouver. Et même si aujourd'hui on amenait un garçon qui aurait 25 ans et qui dirait « je suis Mohamed », les gens en face de nous sont tellement, je dirais, dans la boue de leurs mensonges. Ils veulent croire que les Israéliens tuent les enfants. Ils veulent croire que 15 balles d'armes de guerre, ils peuvent accepter de croire que ça, 15 balles d'armes de guerre, il n'y a pas une goutte de sang. Ils peuvent l'accepter. Ils peuvent accepter qu'un enfant mort lève le coude et tourne la tête en direction de la caméra. Donc on n'est plus en fait en face maintenant de faits, mais en face d'une foi. Il y a une foi. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai espoir, à un moment donné, qu'à l'échelon politique, on arrive à quelque chose. Et je vais vous dire un truc, peut-être que ça passera par l'échelon politique, et peut-être que ça passera par autre chose. Peut-être qu'un jour, je dis n'importe quoi, Talal Abu Rahma, pour faire le malin, devant une de ses maîtresses, il se vantera d'avoir fait ça, etc. Je dis n'importe quoi, et elle viendra balancer. Peut-être on ne sait pas. Mais ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne sait pas d'où sortira la vérité, mais le mensonge ne peut pas continuer tout le temps. Et à un moment, plus
plus le temps avance, plus on gagne des preuves, plus on retrouve les documents. Attends. Alors tu me demandes sur les funérailles. Oui, il y a eu des funérailles. Laisse-moi. Alors il y a des funérailles. Il y a eu des funérailles. Alors je vais donner une anecdote. Donc 15 heures, tout vient de basculer. 45 minutes de tir. 15 minutes pour évacuer l'enfant. Ensuite une demi-heure pour aller à l'hôpital. Ensuite environ 1 heure d'autopsie. Ensuite une demi-heure encore pour aller au lieu des funérailles. Et des funérailles, une grande marche où on voit des milliers de personnes qui marchent avec des posters de Mohamed Al-Doura. Sauf que les funérailles, la fin des funérailles est à 17h, je crois que c'est 17h20, le jour même. Or, si on met bout à bout, le temps qu'il aurait fallu pour toutes ces choses-là, on est au-delà de 19h. Ça provient que c'est l'enfant du matin. Autre chose, la fin de la scène, il est évacué l'enfant, selon eux, après 16h. Les funérailles commencent avant 17h. Attends, oui, et c'est pas ça. C'est que, donc, moins d'1 heure, il y avait des posters déjà imprimés partout du visage de l'enfant, et les gens marchaient dans la rue avec son poster. Donc c'est débile, même Copytop. J'ai fait le test, je suis allé chez Copytop. En combien de temps maintenant ça marche pas? Ils ne les font pas. Alors j'imagine que Copytop, Gaza, en l'an 2000, ça marche pas non plus. Surtout dans une période de guerre. Donc c'est débile. Oui. Est-ce que vous avez remarqué que... Après, c'est vous, monsieur. Est-ce que vous avez remarqué que depuis plusieurs mois, les médias français parlent presque plus d'Israël? Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais non, c'est que simplement, c'est que, j'interprète, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à vendre. Et que peut-être, j'ose espérer que peut-être, il y a aussi des directions, des injonctions politiques qui sont de calmer le jeu aussi. Mais c'est vrai qu'aussi, il ne se passe pas grand-chose. C'est quand on compare. Je veux dire, avant. Comment? Oui, mais d'accord, mais il faut aussi qu'il y ait un appétit. Vous savez, il y a aussi une chose, c'est qu'avant, vous savez que les courbes médiamétriques, qu'on appelle les courbes qui calculent, vous savez qu'ils sont capables de regarder à la seconde près quand les gens zappent et tout. Et ils sont peut-être aperçus que quand on passe sur Israël, ça intéresse. Quand c'était Arafat, c'était passionnant parce que c'était un personnage avec son kéfi et tout ça. Maintenant, Mahmoud Abbas, il met un costume cravate, on peut s'échanger le costume, il met une moustache. Ça n'est plus aussi vendeur. Voilà. Et ceux qui s'intéressent encore à cette affaire-là, ce sont ceux qui ont vraiment un antisémitisme bien chevillé au corps et qui ont vraiment la haine du juif. Parce que pour avoir envie de penser à ça, quand on voit ce qui se passe en Syrie, en Syrie, je crois qu'il y a 2 ou 3 000 soi-disant palestiniens, enfin arabes palestiniens qui sont morts là-bas, personne, tout le monde s'en fiche. Oui. Comment ont été traitées vos analyses par la presse européenne francophone? J'ai pas entendu. Comment votre analyse a été traitée par la presse européenne francophone? Alors, comment ça a été traité par la presse européenne et francophone? Alors, d'abord, en Allemagne, ça s'est très bien passé, puisque la télévision publique allemande a fait un 52 minutes pour me soutenir complètement. En Espagne, il y a eu des choses, en Italie, un petit peu partout, mais je veux dire, le vrai pays où ça marche bien, pour moi, c'est plutôt les États-Unis. Où ça marche bien, où les gens acceptent facilement. Et le Canada. Le Canada, vous ne pouvez pas imaginer. Le Canada, c'est le seul pays au monde où quand j'annonce que je vais aller au Canada, je reçois tout de suite 2-3 invitations de télévision, de radio pour aller parler. Pas de trucs juifs, des trucs normaux. Des trucs normaux et quelquefois même ils disent on veut t'interroger par Skype, c'est-à-dire qu'ils disent ok tu viens pas chez nous mais on veut ton image par Skype, donc c'est un pays incroyable. Est-ce que vous avez vu les diffusées sur TV5 J'entends pas. Les émissions canadiennes, elles ont été diffusées sur TV5 Europe? Non, ça marche pas. Là. Non, là, alors, les émissions, vous voyez, les journalistes canadiens de TV5 ça sont les pires. Récemment, quand j'étais à Montréal, il y a 1 mois, 3 jours après, Anderlin est arrivé. Il a été reçu comme un pacha par 600 journalistes qui lui ont fait une ovation au Forum de la presse québécoise, enfin un truc de fou. Donc c'est incroyable, quoi. Donc ils sont dans le même moule. Surtout, moi quand je parle, quand je parle du Canada, c'est le Canada anglophone, le Canada anglophone qui est normal. Ouais. Avez-vous des soutiens dans vos amis arabes? Alors des soutiens dans les amis arabes, oui.
Vous savez, j'ai une autre petite anecdote. Quand j'ai commencé ce combat, il y a maintenant, ça fait plus de 10 ans, en 2004, je reçois un mail d'un type qui s'appelle Yassim et qui m'envoie « Bonjour monsieur, j'aime beaucoup ce que vous faites sur Al-Doura, j'aimerais bien vous aider. » Alors je dis « Bon, poubelle, c'est une blague. » Je reçois un mail 2 semaines plus tard « Monsieur, vous ne m'avez pas répondu. » Il m'a dit « Bon, c'est un piège. Ils veulent m'automatiser dessus, donc je vais donner rendez-vous, place de l'Étoile. » Je lui dis « Là, franchement, il y a des flics, il m'arrivera rien. » Et je vois arriver un type magnifique, formidable, un type qui dit non, non, mais vraiment je suis sérieux. Alors le type il est pro-israélien, pro-américain, libéral, pro-Madelin et tout ça. Et il m'explique, il me dit moi dans ma famille, à quel point j'ai vu les dégâts qu'a pu faire cette image et ça m'intéresse énormément de contribuer à travailler, à faire en sorte que cette vérité sorte. Comment? Non, pas du tout. Non, il m'a aidé pendant des années, on a travaillé beaucoup ensemble. Et ces investigations auraient pu être difficiles quand même, pour que si c'est vraiment un faux mise en scène, les investigations pour pouvoir avoir ces images. Alors, est-ce que les investigations sont difficiles? Alors, il y a beaucoup d'images qu'on a obtenues, par exemple, en acquérant des rushs ou chez Reuters ou à la BBC. La BBC, par exemple, j'avais un ami chrétien normal comme tout le monde, donc pas juif, qui m'a permis d'acquérir des rushs de la BBC aussi. C'est-à-dire c'est important d'avoir des gens comme ça dans les médias différents qui vous aident. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pétition d'Anderlin, qui a été signée par plus de 500 journalistes, dedans, il y en a plusieurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit, tu sais, j'ai signé, parce que si je ne signais pas, je me dénonçais comme étant en faveur de toi. Donc j'ai signé, mais je continuerai à t'aider à travailler. Mais comment t'expliques que des reportages comme ça, a priori, ne suscitent pas le moindre soupçon de la part de ces agences de presse? Mais parce qu'il faut. Ah, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que. Alors l'anecdote, une autre anecdote, Fox News à New York, il y a 5 ans. Je fais une présentation comme ça à Fox News et les types commencent à s'exciter. C'était après la période Chirac qui était quand même traitée. Chirac était encore là d'ailleurs, c'était il y a plus de 5 ans, donc c'était il y a presque 7 ans. Chirac était encore. Ils étaient très très énervés contre Chirac. Je leur fais une présentation et là, ils commencent à s'exciter. Super formidable, on va se faire les Français et tout. Et à un moment donné, il y a un des gars dans la salle de Fox qui dit mais tu sais les images qui nous a montré des fausses scènes de type qui sautent dans l'ambulance et tout, ça ressemble quand même pas mal aux images que nous on reçoit de nos caméramans sur place. Et l'autre il dit ouais c'est vrai. Il dit bon alors on oublie cette histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur place, aucun caméraman étranger n'a le droit de travailler. Il n'y a que des locaux. Et les locaux travaillent sous l'ordre de l'autorité palestinienne et maintenant là-bas sous l'ordre du Hamas. Et donc, ils envoient des images qui sont certifiées conformes au OLP ou certifiées conformes au Hamas. Donc, si on veut avoir des images de ces zones de conflit, il faut passer par là. Vous avez beaucoup de soutien sur Facebook? Oui, ouais, pas mal. Devenez tous mes amis sur Facebook, ça me permettra de diffuser encore plus les informations. Mais vraiment, essayez de noter mon email, envoyez-moi des mails courts, vous recevrez mes informations de temps en temps. C'est ce qui me permet ensuite, si vous les retransmettez autour de vous, d'avoir plus de monde informé et de faire pression. Vous ne savez pas, mais peut-être qu'un d'entre vous va pouvoir m'ouvrir une porte vers quelqu'un qui va me permettre de passer sur une radio, sur une télévision française et de briser le mur du silence. J'ai été à 2 doigts plusieurs fois de briser ce mur du silence dans les médias français et ça a été à chaque fois des interventions au dernier moment pour m'empêcher de passer. Donc c'est très impressionnant, la puissance du lobby des journalistes, je ne dis pas des journalistes entiers, des journalistes en général qui travaillent pour défendre leur corporation. Parce que quand cette affaire-là va tomber, vous savez, moi qui suis un tout petit peu politique, les gens disent toujours que les politiques ont une très sale image en France. La meilleure image en France sont les pompiers. Je peux vous dire que quand cette histoire va vraiment tomber dans le domaine public, que tout le monde saura que c'est une mise en scène, on va remettre en cause tout ce que diffusent les journalistes. Et je peux vous dire qu'on aura raison. Parce que quand on regarde ce qu'ils sont capables de faire sur ce sujet-là, et sur d'autres, non mais à ce niveau-là, des mises en scène, les gens ne comprennent pas les mises en scène. La notion d'une mise en scène. Quand on voit les types qui boivent le jus d'orange, qui passent leur coup de fil et qu'après on fait croire que c'est une scène de guerre, c'est quand même incroyable. Pourtant, on a vu officiel à la télé, on voyait le cercueil avec oui, alors ça, le mort il tombe, il se relève. Oui. Alors ça, Anderlin l'a expliqué au procès, parce que quelqu'un l'a évoqué, et Anderlin l'a expliqué, il a dit ça tout à fait, c'était un terroriste recherché par les Israéliens, que les Palestiniens ont essayé, enfin pas un terroriste, mais
un combattant que les Israéliens recherchaient et que les Palestiniens ont essayé de le faire passer comme ça. Enfin, il est prêt à inventer n'importe quoi, toujours tout et n'importe quoi, pour couvrir les travaux de ses petits camarades. Oui. Est-ce que c'est pas Israël qui émet les ondes de téléphonie de l'époque? C'est pas Israël qui diffuse? Bien sûr que si. Est-ce qu'on n'est pas capable de pouvoir aller remonter sur les 12 années en arrière pour essayer de savoir les trois garçons qu'on a vu au téléphone, pour savoir ce qu'ils disaient à l'époque? C'est possible, pas possible. Peut-être que c'est possible. En tout cas, maintenant, ce serait possible quand on sait ce qu'est capable de faire la NSA américaine. Je ne sais pas si on avait les moyens technologiques. C'est une vision complémentaire. Juste un peu, aujourd'hui, on voit que les médias sont en perte de vitesse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que plus personne ne regarde la télé. Les gens regardent davantage tout ce qui se passe sur Internet, sur YouTube, etc. C'est beaucoup plus facile de se renseigner. Comment expliquez-vous qu'avec ça, avec la caisse de résonance d'Internet, votre affaire n'est pas réussie à exploser? Parce que normalement, vous avez la télé qui n'est pas... les médias classiques qui sont de moins en moins suivis. Et par contre, ce canal-là... C'est un peu faux, et je vais vous dire pourquoi. Tout le monde croit qu'Internet libère l'information. En fin de compte, Internet, au contraire, l'a compris. Pourquoi? Parce qu'on est tous ici dans cette salle, et si on réfléchit tous, on reçoit tous des emails qui confirment notre point de vue, et on reçoit tous des informations. On est amis sur Facebook avec des gens qui pensent comme nous. Avant, excusez-moi, c'est difficile, c'est très difficile. Avant, quand on était sur... Quand on achetait Le Monde ou Le Figaro, on était confronté à des idées qu'on partageait et des idées qu'on ne partageait pas. D'accord? Maintenant, avec le monde d'Internet, en fin de compte, on vit en vase clos. Et malheureusement, on voit bien que Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on vit en vase clos, c'est-à-dire que les médias dominants disent ce qu'il y a à voir et les informations que nous on échange, on se les échange entre nous. Et les cercles qui sont passionnés de chasse reçoivent des informations qui sont passionnées de chasse, et ceux qui sont passionnés de mariage homosexuel, c'est le mariage. Chacun a son sujet de prédilection. Les médias dominants décident de ce qui va faire l'information. Sauf pour les trucs un petit peu absurdes, et on voit bien qu'aujourd'hui maintenant, les gens passent beaucoup plus de... Si vous faites un sujet par exemple sur Israël, qu'est-il arrivé à Mohamed Al-Doura par exemple, le journal Médiamétrie, l'audience chute, on vous fait un autre sujet en même temps à la place, qu'est-il arrivé à Loana du Loft, ça grimpe. C'est aussi simple que ça. Les gens ne sont pas intéressés à de l'information compliquée, et les gens ne veulent même pas être en face d'une information qui leur dit waouh. Il faut remettre en place tout son logiciel, parce que si on se dit qu'on nous a menti depuis 13 ans sur cette affaire-là, sur quoi d'autre on nous a menti? Et c'est ça le problème. Et moi aujourd'hui, depuis que je connais ça, moi j'étais un drogué de médias, je lisais tout, je regardais tout, j'ai des enregistreurs de toutes les émissions possibles et imaginables. Depuis que je regarde ça, maintenant, chaque fois que je vois un type qui dit quelque chose à la télévision, de quelle façon il cherche à me manipuler? Pourquoi il me ment et sur quoi il me ment? Et c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on prend les 2-3 dernières questions et après je vous libère? Que Israël est responsable, je pense des médias. Parce qu'il y a 15 ans, 20 ans de ça, Israël aurait pu déjà faire la guerre contre ça. Mais il était préoccupé par d'autres problèmes. Oui, vous avez raison, sauf que c'est une grande erreur stratégique de ne pas avoir... Parce que je vais vous donner un exemple. Regardez, ça c'est très important, si vous devez retenir que ça, ce soir c'est ça. Regardez. La guerre de Gaza et la guerre du Liban. 2006 contre le Hezbollah, 2009 à Gaza. 2006, Israël est en train de gagner la guerre contre le Hezbollah, et là, que font les médias, avec Reuters qui fabrique des nuages et des fausses explosions et des choses comme ça. Ils mettent Israël en accusation dans les médias. Résultat, Israël est obligé d'arrêter sa guerre, d'aller à l'ONU, négocier. Israël est obligé de stopper sa guerre, et le Hezbollah se réarme. Donc c'est un calcul stratégique complètement absurde de se dire que ça ne servait à rien de mener cette guerre médiatique, puisque ensuite ça leur coûte des hommes. Même chose à Gaza. Israël est en train d'écraser le Hamas à Gaza début 2009, sauf que Israël ne s'occupe pas des médias, ils perdent sur des manipulations médiatiques, et là encore, que se passe-t-il? La guerre s'arrête et le Hamas se réarme. C'est tout. Donc aujourd'hui, et c'est ça mon travail, et le travail d'autres, parce que je ne suis pas le seul à travailler là-dessus, c'est de faire prendre conscience aux Israéliens que la guerre des médias est une guerre au moins aussi importante que la guerre sur le terrain. Et je peux vous dire une chose, que
que si le budget de l'État d'Israël militaire est peut-être de 10 milliards de dollars, le budget de la guerre médiatique est peut-être, allez, je vais être large, je vais dire 10 millions de dollars, mais c'est même pas le cas. Voilà. Et quand on regarde les méthodes qui sont employées aujourd'hui par les Israéliens, ils sont à la préhistoire, vraiment à la préhistoire.